Hello, sweetie. I'm back. T'en sors tu vas n'importe où avec ta caméra. Aziz, lumière! Merci Aziz. J'ai quand même pas foutu les étoiles, car. Oh, il paraît qu'il y en a des mille, des mille, des mille. Écoute-t'en voir là, écoute-t'en voir là. Mais nous devons avoir une suite. Il y en a qui disent que celui-là, c'est le dernier. Fais pas le con, Philippe! Oh, monde de merde. Mais dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. Bon, expliquez-moi ça comme si j'avais 2 ans, parce qu'il y a un détail dans votre histoire que j'arrive pas à faire entrer dans ma cervelle. Nous ne voyons pas d'autre explication. Je suis un scientifique. Nous venons déjà de frôler l'incident. Oui, nous devons avoir une suite. Quelle est la suite des événements? Cinétique, le podcast cinéma, scepticisme et esprit critique. Crime. Et sinon, Elisabeth, lorsqu'on est confronté à un coach comme ça, qui est tendancieux, quels sont les signaux faibles qu'on peut repérer, qui doivent être des alarmes pour nous? Red flag, comme ils disent les jeunes. Qu'est-ce qui doit être un red flag? Comment est-ce qu'on se sort? Une fois qu'on est sous l'emprise de la personne, comment est-ce qu'on s'en sort? Et Tu veux que je te fasse une conf de 3 heures, en fait, c'est ça? Ah ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Vas-y. Ouvrez les yeux. Prenez une grande inspiration. Vous n'êtes pas venu ici par hasard. Les gars, vous avez vu ou pas Matt Vasseur qui est coach de vie? Je sais pas si le gars c'est un mentaliste ou un sorcier. Là, il a cramé une journaliste qui s'était infiltrée dans son public. On se la remet ensemble les amis, car franchement, ça a été mon petit kiff du matin. Matt Vasseur, c'est ce coach de vie qui avait été entendu au Sénat et qui s'était fait défoncer la gueule par toute la presse bien pensante. Les intellectuels l'a autoproclamé. J'ai été regarder le profil de la meuf. La meuf n'arrête pas d'écrire des papiers en donnant des leçons de morale à la terre entière. Comment voter, comment manger, même comment nitter. Tu penses vraiment que j'ai besoin de temps pour s'en nitter? Non mais je vous explique, moi je la connais la meuf là, la journaliste, mais c'est pas une journaliste. En fait c'est une militante de complément d'enquête. Vous connaissez complément d'enquête, ils en ont fait un sur moi. Elle prend un gars qu'elle aime pas, elle le flingue, sauf que là, elle s'est pris un gros mur dans la gueule. Merci d'avoir décidé. Rien ne sera plus jamais comme avant. Ouais. C'est des questions très complexes, en fait. Bon, déjà, premièrement, quand on est sous emprise, on ne s'en rend pas compte, hein, donc comment on fait pour sortir de l'emprise? Ben, on ne peut pas décider de sortir de l'emprise. On est sous emprise ou on n'est pas sous emprise. Quand on est sous emprise, ça veut dire qu'on adule une personne ou un groupe. Ça veut dire qu'on est complètement sous son influence. Donc on n'a pas de recul, on n'a pas de sens critique. On a perdu son sens critique par rapport à cette personne-là. Maintenant, il y a effectivement des gens qui en sortent, mais c'est parce que tout à coup, il y a un événement qui vient en contradiction avec peut-être les principes de l'adepte, ou quelque chose qui était pilier dans la croyance, dans l'adhésion au mouvement, et qui tout à coup s'effondre. Si, par exemple, le gourou pique dans la caisse, ou que le gourou est accusé de viol, pour certaines personnes, ça va être un déclencheur qui va faire qu'elles vont se dire il y a un truc qui ne va pas, et qui va rallumer certaines alertes qu'elles avaient gardées en fond, qu'elles avaient un peu enterrées parce qu'elles ne voulaient pas les voir. Et tout à coup, certaines choses reviennent à la surface et vont faire dire à une personne bon, là, en fait, il y a un truc qui ne va pas, ça ne me va pas. Mais le coût de cette sortie est immense, hein, pour une personne qui est vraiment sous emprise, de sortir d'un mouvement auquel elle a adhéré, une personne qu'elle a adorée, c'est d'abord un déchirement émotionnel, mais c'est aussi admettre qu'on s'est trompé, c'est admettre qu'on a perdu des années de sa vie, c'est admettre qu'on a donné tout son argent, c'est admettre que potentiellement on voyait dans tout ça quelque chose d'ultime, une vérité, un havre de paix, et qu'en fait, c'est même pas qu'on s'est juste trompé, c'est qu'on s'est fait avoir, qu'on a été manipulé, qu'on a été utilisé, voire maltraité, etc. Donc c'est très compliqué. Et ça, c'est pour la deuxième question que tu m'as posée. Et pour la première, qui est les red flags,
C'est un peu compliqué parce qu'en fait, l'emprise, elle se fait c'est un processus. C'est quelque chose qui se fait étape par étape et au départ, c'est un processus qui commence par la séduction. Donc on est séduit. Il y a quelque chose qui nous intéresse dans ce groupe, ça peut être très intellectuel d'ailleurs, ça peut être, des thèmes qui sont abordés, qui correspondent à nos valeurs, des activités une activité qui nous plaît, sachant que l'emprise, c'est quelque chose qui peut avoir lieu autant dans un cadre spirituel que justement dans le film Gourou, c'est du développement personnel, c'est du succès professionnel. Donc on peut trouver ça dans absolument tous les cadres, professionnels, personnels, dans la santé, dans le sport et cetera et cetera. Donc c'est difficile de dire: «Si vous rencontrez ça, alors méfiez-vous». Parce qu'en fait, au départ, on est intéressé. On est attiré, en fait, par un cadre, par des gens qui sont sympas, il y a du love bombing, il y a un accueil extraordinaire, une attention et on le voit bien d'ailleurs dans le film, toute cette attention avec le prénom, avec, toute l'histoire de la personne qu'on a le sentiment que le gourou connaît personnellement et cetera. L'attention personnalisée, et tous les forfaits et tous les événements variés qui sont proposés, c'est justement parce que ça peut nous correspondre à un moment donné. Peut-être que d'autres choses ne correspondent pas, mais certaines choses vont vraiment nous correspondre à notre recherche, correspondre à nos valeurs personnelles. Donc, au bout du compte, ce qu'on voit quand on est à l'extérieur, c'est facile. On voit bien qu'il y a une personne qui se présente comme sachant tout sur tout, qui a des attitudes quelquefois autoritaires, qui, refuse la contradiction, et donc peut être violente. Heu, mais quand on est dedans, on le voit pas vraiment parce on en fait, le processus fait qu'on se soumet et qu'on se soumet en se disant qu'on est dans une décision personnelle. À chaque étape, on sait qu'on est en train de faire un effort, on sait qu'on est en train de dépasser des limites qu'on ne pensait pas dépasser, mais on prend une décision en connaissance de cause. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Donc, c'est difficile à ce moment-là, de voir les alertes. Les alertes, elles viennent plutôt de l'extérieur, en fait. Et la meilleure manière de se prémunir de l'emprise, c'est d'accepter, de se dire: «OK, là, je suis en train de m'engager dans quelque chose d'important pour moi. Je vais demander son avis, leur avis à 3 personnes de mon entourage qui ne font pas partie de ce groupe et en qui j'ai confiance». Et en se disant: Elles vont sûrement me dire qu'il y a des critiques, qu'il y a des choses qui vont pas, que peut-être qu'il faut pas que je m'engage. Est-ce que je suis est-ce que je suis prête à entendre ça, et aller leur demander leur avis?» C'est un peu le meilleur des garde-fous, quoi. Mmh. Et quel rôle, à ton avis, peut avoir l'esprit critique, là-dedans, Ben, heu, c'est difficile parce qu'encore une fois, on adhère. Je veux dire, on peut très bien avoir, une mise sous emprise dans les milieux sceptiques. Ce n'est pas du tout antinomique. Tout Mmh. groupe humain peut avoir un Ouais. chef, qui va à un moment donné, assujettir ne serait-ce qu'une personne, on est déjà dans une emprise sectaire. Donc ça, on le trouve dans nos relations personnelles, on le trouve, partout. Oh oui! Et donc pourquoi est-ce qu'on ne le retrouverait pas, dans les milieux sceptiques? Donc à partir de là, sous couvert de scepticisme, on peut se raconter une belle histoire. On peut s'auto-manipuler en fait et on peut avoir des personnes manipulatrices en face de nous. Le bien-être est utilisé pour manipuler les gens, pourquoi est-ce que le scepticisme ne serait pas utilisé pour manipuler les gens? Mmh. Ou même la métacognition, hein, j'ai déjà vu des gens, des coachs utiliser le terme de métacognition. Ça fait bien, hein, ils font Ouais. pareil avec les neurosciences, avec la physique quantique et tout le Et reste. ce que j'allais dire, ouais, avec la physique quantique, ça marche bien en ce moment. Mmh. Mais Ouais. ça s'est vu un peu, déjà, dans les réseaux sociaux, par exemple. Souvent, on voit, je sais pas comment les appeler, des fans qui direct, partent, attaquer, dès que, le groupe, reçoit des critiques. C'est Ouais, quelque chose qui se fait facilement ça quand, il y a des, comment dire? Je sais pas comment expliquer. Quand on est, sous emprise, on a envie de défendre bec et ongles, mmh. ce pour quoi on croit et du coup, il y a, ce phénomène d'attaque, ou de défense, Complètement, complètement et ça, on l'observe sur les réseaux sociaux, c'est assez voilà. flagrant. Effectivement, il y a toujours une personne ou des personnes pour dire: «Mais pas du tout, comment tu oses parler de cette Mmh. manière-là?» Même il y a des gens, hein, qui vont dire ça de moi, hein, qui vont dire: «Comment oses-tu, dire qu'Elisabeth Feiti a dit ça ou a fait ça ou peut penser ça?» et cetera.
Bon, moi, ça m'horrifie un peu de voir ça. Mais il y a aussi des gens qui vont, comme tu dis, vont aller attaquer le «camp d'en face» entre guillemets et vont, se dire: «Je suis, mandaté, j'ai une mission, pour sauver les gens» et ça, c'est un peu, effectivement une étape assez, importante, dans le processus d'emprise mentale. C'est le propre des réseaux sociaux aussi, ça se passe pour les artistes, ça se passe pour, bon, pour à peu près tout le monde sur les réseaux sociaux. Au final, dès qu'on a une certaine notoriété, il y a des gens qui vont vous aimer, des gens qui vont pas vous aimer et on a l'impression que les gens se disent ils vont un peu être Mmh, team mmh, 1 ou mmh, mmh. team 2 quoi, de toute façon quoi, Et voilà, puis, Ouais. comme l'expliquait Elisabeth tout à l'heure, il y a l'escalade d'engagement. On dit souvent que si tu as été dans une secte pendant 3 ans, il te faut 3 ans pour en sortir, pour arriver à te Mmh. déconvertir, quoi. Parce Mmh. qu'en plus, tu as perdu ton lien social avec l'extérieur. On a fait en sorte que ce soit pas possible pour toi de faire machine arrière aussi à l'intérieur de la secte. Oui, puis il y a une destruction mentale, hein. Il y a une destruction de la psyché, Ouais. qui fait ça aussi. C'est-à-dire que même si tu es quelqu'un à la sortie pour t'accompagner, c'est aussi ça, c'est sortir mentalement d'un mode de pensée. C'est pas si facile que ça, même quand on le critique. Ouais, pour coup, dans le cinéma, il y a plus de films, qui, pour dénoncer les emprises sectaires, parlent justement, de comment on en sort et de la désemprise que de films sur les gourous. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup le cinéma. Il y a plein de films qui sortent sur ce sujet. Et Jérôme, je ne t'ai pas oublié. Ah zut. Ça va être ton tour maintenant, c'est pour toi. Merde. Donc explique-nous un petit peu, tu es coach sportif et coach mental, et quand on parle ensemble, tu me dis que des fois tu utilises un peu des méthodes de manipulation pour essayer de faire ressortir le meilleur des personnes que tu entraînes. Explique-nous ça un petit peu. Ne me fais pas passer pour ce que je ne suis Si, pas. T'es un Matt Vasseur, Non, non, avoue. moi, je suis pas, Gourou Jérôme. non, non, je suis pas un gourou, je serais pas très crédible, je pense. Et je leur apprendrai à faire un service quantique. Déjà, ça me fait rire le terme, donc j'aurais du mal. Non, bah, déjà, le terme coach, j'ai toujours eu du mal. Parce que moi, à la base, je suis enseignant de tennis. Donc, et je suis préparateur mental qui accompagne les sportifs. Donc, tu vois, les mots et les termes sont importants pour moi. Et même quand tu es, enseignant de tennis, tu as plusieurs postures. Tu peux être enseignant, tu peux être entraîneur, tu peux être coach. Parce qu'un coach, c'est celui qui gère un peu les équipes, qui gère un petit peu les compétitions, tu vois, qui encadre un peu. C'est pas le même rôle que quelqu'un qui va entraîner un compétiteur et c'est pas le même rôle que quelqu'un qui va enseigner, apprendre une technique, apprendre, à jouer au tennis, par exemple. Et dans la préparation mentale, c'est pareil. Donc, il faut faire très attention, aux mots que tu utilises. Et par rapport à ta question, ben, est-ce que je fais de la manipulation? Bah, moi, mon but, c'est de faire progresser mes élèves. Donc, à partir du moment-là, tu mets en place une pédagogie. Donc, déjà, au départ, il faut les connaître. Il faut connaître les connaître, savoir, ce qu'ils aiment, ce qu'ils arrivent, ce qu'ils n'arrivent pas et trouver des solutions pour qu'ils y arrivent et surtout qu'ils prennent du plaisir. Pensez à bien aligner vos épaules, Jerry. Ouais, je sais. C'est pas mal. C'est moi, Monsieur Larbin, à votre service. Essayez encore en gardant votre tête vers le bas. Je dois faire quoi au juste? Aligner mes épaules ou regarder vers le bas? Eh bien, en fait, les deux. Mais le plus important, c'est de rester calme. Vous savez, monsieur Larbin, je crois que ça va pas le faire. Je laisse tomber. Désolé, Jerry, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est moi, Monsieur Larbin. Avant de partir, je dois remplir ma mission jusqu'à la fin. À votre service. Oui, bien vu que je suis nul, vous êtes pas prêt d'y aller. Je vais essayer quelque chose. C'est moi, Monsieur Larbin, à votre service. Bonjour, Monsieur Larbin, c'est moi, Monsieur Larbin, à votre service. Bonjour. Dites, vous pouvez m'aider à améliorer le swing de mon ami Jerry? Oh oui, ça je peux. C'est moi, Monsieur Larbin. Est-ce que Jerry aligne bien ses épaules? Ah, il essaye. Et parce que le plaisir amène aussi la progression derrière et donnera peut-être envie de continuer à pratiquer ce sport. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, Adeline, mais je pense que c'est quand même assez important. Donc, Oui, oui. donc à partir de ce moment-là, bah, moi je dirais, quelque part un entraîneur, un éducateur sportif, on va dire, je préfère ce terme. On essaye aussi, bah, de trouver des moyens, de faire progresser et des fois moi je trouve des idées, dans ma pédagogie, par exemple pour apprendre un geste, comme par exemple le service. Je vais donner cet exemple. Moi j'ai beaucoup d'élèves où je vais plutôt être dans l'analytique. Ça veut dire, d'écrire parce il y a des élèves qui vont être plus dans la compréhension du geste, plus intellectualiser le geste. Il
faut tout leur expliquer et c'est comme ça qu'ils vont apprendre. Puis tu en as, ils sont pas du tout là-dedans. Ils sont, plus dans la sensation, kinesthésique, auditif, tout ce que vous voulez et ben, c'est à moi de trouver des moyens qui leur permettent de progresser et c'est ça qui est enrichissant. Et ben, moi, par exemple, quand j'ai des petits qui ont du mal, récemment, j'ai une petite, que j'entraîne, elle a un petit peu de mal au service et en ce moment, il y a Roland Garros, je fais de la pub et du coup, je lui ai dit: «Bah, écoute, regarde un petit peu comment les joueurs, les joueuses servent» et du coup, bah, sans que je lui ai déjà expliqué sur le cours, mais en fait, quand elle est revenue en cours, elle a pratiquement imité ce qu'elle a vu à la télé. J'ai vu les progrès et en fait, elle a utilisé ce qu'on appelle l'imitation, ce qu'on appelle les neuromiroirs. On l'a plus ou moins tous. Quand on est enfant, c'est hyper développé. C'est pour ça qu'on dit que les enfants, c'est important qu'ils fassent beaucoup d'activités différentes dans le sport ou activités physiques parce qu'on a cette facilité à imiter les gestes. Donc tu vois, ça, c'est un moyen. Je l'ai peut-être manipulé, mais mon but, c'est qu'elle y arrive Tu aussi. lui as créé des rituels, la pauvre. Ouais, non, mais c'est les siens qu'elle a créés, c'est pas moi. Moi, je lui ai Oui. proposé l'idée et voilà, ouais, bah, merci à des rituels, oui, tu as raison, on peut dire le mot comme ça ou des routines. Ah bah, dans le sport, il y a tout le temps des rituels, hein, des Ah, c'est routines. clair. Ouais et bah, tu vois, en tant que préparateur mental, je sais très bien qu'un rituel, c'est totalement irrationnel, on est d'accord. Mais il faut pas oublier qu'un rituel, ça permet à l'athlète d'être beaucoup plus rassuré au moment où il va pratiquer son sport. Bah, par exemple, au tennis, vous connaissez les rituels de Rafael Nadal. Je sais que récemment, là, ils ont sorti, là, bah, il y a pas longtemps, le documentaire Netflix sur sa carrière. Je l'ai pas encore vu, je sais pas ce que vaut ce documentaire. Mais il avait expliqué que lui, tous ces rituels qu'il faisait, par exemple, toucher son short, changer la position par rapport à la ligne, changer ses bouteilles et au fur et à mesure de sa carrière, il a toujours changé. Il passe jamais devant les lignes quand il change de côté. En fait, la seule chose utile pour qu'il soit performant, c'est de ne pas penser qu'il joue. Donc en fait, parce qu'au tennis, on passe très peu de temps à taper la balle, on passe beaucoup plus de temps à ne rien faire et à penser avec soi-même. Donc en fait, c'est le seul moyen qu'il a trouvé et ça lui a permis de rester hyper concentré, de réussir ce qu'il avait à faire. Donc tu vois, le rituel, là, quelque part, est utile. Donc pour Ouais. moi, même si je Ça peut sais que c'est devenir pas des tocs aussi. Ouais. exactement, ouais, tu as raison et je crois qu'il en parle dans, Oui, bah, je d'après ce connais, qu'on je m'a dit. connais. Oui, moi aussi, je connais aussi. Oui, après c'est normal, parce qu'après forcément on ancre des choses, on s'habitue et surtout quand ça marche, on le garde, c'est tout à fait normal et moi pour revenir par rapport au film, moi, refaire un lien avec Mathieu Vasseur, moi je trouve c'est pas un gourou vraiment, moi j'appelle ça plutôt un performeur. Parce que son discours, il est beaucoup plus basé sur la performance. Même si je sais pas si vous vous souvenez la première, le premier séminaire, le premier show qu'il a fait, je sais plus c'est quoi la phrase qu'il disait. Attendez, je l'ai noté. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Voilà, ce que tu veux, c'est ce que tu es et en dessous, il avait mis 3 mots qui m'ont parlé, assez direct, c'était, routine, répéter, résultat. Tu vois? Ça, c'est des choses Ouais. dans la performance que tu dois, retrouver. Dans la routine, te créer une routine de performance, la répéter à l'entraînement de façon qu'elle devienne ancrée et surtout si tu la répètes pour voir si ça marche, parce que si ça marche pas, faut pas la garder, faut la changer et après voir le résultat. Parce que comme vous savez, le résultat ne dépend pas que de nous, dépend aussi, des adversaires ou avec qui tu es en train de faire ta compétition, tout simplement. Donc par rapport à ça, mais je tiens à dire aussi, il y a une arme, pour moi qui est très important, c'est en fait, mon but, moi, c'est de rendre autonome, l'athlète. C'est-à-dire que moi, si j'encadre, c'est je lui donne des outils, je suis là pour le préparer selon ses objectifs et donner du sens à l'entraînement et aussi, on va dire un peu, c'est un peu ce qu'il fait un peu dans le film. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Elisabeth, sur l'individualisation. C'est, personnaliser un petit peu les gens. Laurent, je sais, Xavier, Nadia, Jennifer aussi. Vous êtes tous là pour la même raison au fond. Vous êtes là parce que vous avez décidé. Décidé de faire du monde votre monde. Vrai ? Et quand on est entraîneur, on le fait c'est très important parce que quand on
on entraîne un groupe, c'est bien aussi de donner du sens à chaque personne qu'on entraîne. Parce que si on entraîne de la même façon les 6 personnes, ça veut pas dire que ça va marcher pour les 6, parce qu'on est tous totalement différents. Et, et, dans, et dans le film, ce qui est important pour moi, c'est l'autonomie. Ça veut dire que c'est rendre ton athlète autonome. Ça veut dire que moi, je lui donne des cartes, des outils, qui va se servir tout le temps pour qu'il progresse. Moi, je suis juste là pour l'accompagner. Et il y a beaucoup dans le monde du sport, moi je suis pas mal dans les réseaux sociaux, pas que dans le tennis, dans d'autres sports. Et le monde de l'influence, il faut faire très très attention quand vous voyez des personnes, même des coachs de très haut niveau, même par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Mouratoglou, ça vous dit quelque chose? Qui a Non. créé une Moi, académie oui, de parce que tu tennis. m'as envoyé des Oui, vidéos sur le sujet, oui. mais Bah, Mouratoglou, c'est il est parti de rien. Bon, il avait un milieu familial très très riche. Il voulait être joueur de tennis professionnel, mais il n'a jamais réussi à atteindre ce niveau-là. Et un jour, il a décidé de monter sa propre académie. Et ben bravo à lui, il a réussi. Aujourd'hui, il a une des académies de tennis les plus connues dans le monde. Et on le surnomme le coach. Et vous pouvez le voir très souvent sur les chaînes de TV sur le tennis. Mais quand on regarde un petit peu le fond, sur ce qu'il apprend avec ses élèves, parce qu'il fait beaucoup de com, mais il ne dit pas que des choses vraies, même dans l'apprentissage, dans la technique, même dans la tactique, même dans la biomécanique, il dit des bêtises. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'il faut faire très très attention. Et il y en a aussi, je pense qu'il y a des entraîneurs qui peuvent devenir des gourous, ça veut dire s'approprier les résultats de leurs athlètes. Ça arrive. Ça, j'en suis persuadé, c'est déjà arrivé. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais bah, parler. c'est vachement Mais après, intéressant. si Moi, vous avez des questions, allez-y, hein. ouais, j'aime beaucoup ton concept sur l'autonomie. Je pense que c'est un bon critère, ça. Tu entraînes les gens pour qu'ils soient libres et autonomes derrière, ou tu les entraînes pour les avoir sous ta coupe ad vitam aeternam. C'est vraiment un très très bon critère. Ouais. Bah, faut Et pas la fameuse phrase sans Oui, moi, tu ne serais rien. Ouais. exact. Mmh. Ah, le but, c'est qu'ils s'épanouissent, qu'ils deviennent la meilleure version de lui-même, quoi. Mm. Toi, tu Ah bien. l'accompagnes, tu l'aides, mais faut pas oublier que tout seul, c'est mieux d'avoir un bon environnement, un bon staff pour progresser, c'est important aussi. Mais après, il faut faire attention, évidemment. Et c'est ce qu'on retrouve dans Gourou et même dans les autres films. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tous ces gourous, ils ont quand même une équipe derrière. Ils se font pas tout seuls. Je veux dire, ils ont quand même du monde autour d'eux. Et ça, c'est quand même un signe assez flagrant pour moi. Et Vas-y. justement, par rapport à ça, j'avais une question pour Elisabeth, parce que dans le film Gourou, mais je l'ai vu aussi dans The Love Guru, en fait, il y a des gourous de gourous et presque un système pyramidal. Est-ce que je me trompe ou... Ouais. Oui, effectivement, en général, les personnes qui mettent sous emprise se revendiquent toujours d'une lignée. Hein, ils ne sont pas arrivés tout seuls. En général, ils ont des gens qui leur enseignent. Alors, soit des humains qui leur ont enseigné et un gourou qu'ils ont ou qu'ils avaient, soit, dans le cas de Raël, par exemple, c'est les extraterrestres qui lui ont enseigné. Mais je veux dire, ils sont pas immanents, quoi. Ils viennent d'un enseignement qui a une légitimité qu'ils n'ont pas inventée. Donc, effectivement, ils mettent en avant, en général, cette lignée. Moi, je voulais juste rebondir sur une chose que Jérôme a dit et sur laquelle en fait, je suis pas d'accord. Tu as dit, mais je ne sais pas si c'est exactement ça que tu voulais dire, peut-être que tu voulais employer un autre mot, mais tu as dit, je trouve pas que ce soit un gourou, Mathieu Vasseur, je pense que c'est un performeur. Mais tous les gourous sont des performeurs, en Oui, fait. oui. Ils Je sont suis des d'accord avec performeurs toi. parce que en fait, ils ont un rôle, ils jouent un rôle. Et pour moi, c'est un gourou parce que justement, et dans sa performance, il a toute une panoplie, tout un vocabulaire, tout un style vestimentaire, d'attitude et de phrases qu'il peut placer à tout moment, quoi. Donc, c'est ça un gourou, c'est quelqu'un qui se présente en modèle et en guide. Bah, Et donc, il oui. performe. Bah, moi, si tu veux, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est un gros, mais je voulais revenir sur le thème performeur, c'est pour dire qu'il faut faire attention. Il y a des gens qui vont se dire des performeurs. C'était plus dans ce sens-là. En fait, oui, c'est ça. C'est un gros. Bon, je suis d'accord. Ouais. Mais Jérôme, tu disais qu'il avait besoin de toute une équipe, etc. Et oui, effectivement, mais il explique quand même bien dans le film qu'il a commencé tout seul devant sa Oui. caméra, etc. quand même. Et donc c'est au fur et à mesure que son public, entre guillemets, a grandi,
qu'il a eu besoin de s'entourer de plus de gens pour justement, entre guillemets, se Et il n'avait pas une souvenir feuille de blanche tout le monde, complètement. quoi. Il parle de Voilà. Peter Conrad depuis toujours, a priori. C'est vraiment son gourou, son mentor. Ouais, C'est ouais. ça. Oui, c'est ça, Bah il oui. a voulu faire pareil, en gros, quoi. Il est Et exactement comme le ouais. personnage Julien qui veut faire comme lui, qui veut faire Oui. comme son coach. Mhm. Et il Et son refuse chauffeur. ça. Ouais, c'est ça. Et son Et chauffeur. son chauffeur fait pareil aussi. C'est-à-dire que très rapidement, quand on est coaché et qu'on est très content d'être coaché, qu'on est très content des résultats, qu'on est dans une sorte d'euphorie, on se dit mais pourquoi pas moi? Et donc il y en a qui arrivent, mais ils sont peu nombreux et il y a beaucoup de prétendants par contre. Et Adeline, tu parlais d'un truc pyramidal, et moi, ça me fait penser que, enfin, je me suis fait la réflexion que les coachs, entre guillemets, les gourous, les coachs, c'était un peu en déclin, justement, parce qu'il y avait peut-être un peu plus de bruit autour de ça, de législation. Et j'ai l'impression que les gens se sont un peu reconvertis aujourd'hui en vendeurs de formation bullshit. Et que ça fait, finalement, c'est plus ou moins le même délire pyramidal, etc. Mais il y a ce côté gourou en Ouais, moins, quelque part, Je quoi. sais pas pas dans faux. quel Ouais, pas faux. Je sais pas ce que vous en Je pensez. sais pas dans quel sens vous utilisez le terme pyramidal parce que clairement, il n'y a pas de lien économique entre Conrad, le gourou du gourou, et Mathieu Vasseur. Il n'y a pas de lien Oui, c'est vrai. économique. Par contre, il y a une filiation. C'est-à-dire C'est qu'il vrai. s'inspire, il écoute à longueur de journée les sermons de son coach en chef et il essaye de reproduire et d'être à la hauteur de ce coach. Mais je pense pas qu'il y ait, enfin, il n'y a pas de réseau, Non, non. quoi. Il y a pas de... Après, Matt Vasseur a probablement acheté du matériel à Peter Conrad pour faire sa formation aussi. Mais là, ce que parlait Trout, c'est Moi, je quand pensais tu qu'il touches. avait acheté sa méthode, en fait, d'une certaine Ouais, manière, et que Oui, du oui. coup, il oui, se devait c'est ce qui se fait. d'être rentable et de réussir. Ou former à sa méthode. Enfin, en tout cas, de manière indirecte, via des formations en ligne ou des vidéos et des trucs comme ça, et qu'il a voulu reproduire ça, quoi. Oui, oui. Et ce que Trout s'expliquait, c'est que maintenant, on n'a même plus besoin du gourou. On se revend les documents comme ça de manière pyramidale où on touche de l'argent sur ceux qu'on a fait adhérer à la pyramide. Et le système s'auto-entretient. Et plus on est haut dans la pyramide, et plus on touche de l'argent. Et il y a même plus de gourou. Ah bah ça, oui, là, on est dans un Là, système voilà, exactement. Oui. pyramidal Là, on est réel, vraiment dans un c'est-à-dire système pyramidal, qui est donc un système financier illégal. Tout à fait. D'ailleurs, En France. ce En France. sera le sujet de ma prochaine série Shocking, Ah, ok. le MLM. Cool. D'accord. Je Super. pense qu'on va pas tarder à conclure sur Gourou, à Ben, moins que vous ayez encore des sujets à aborder. Je voulais juste parler, moi, de la fin de Gourou. Il me semblait important de noter que on n'est jamais à l'abri de se faire manipuler. On voit à quel point Matt Vasseur manipule les gens avec lesquels il travaille, sa propre compagne, ses adeptes, etc. Et il n'est pas à l'abri, il connaît tous les trucs et il n'est pas à l'abri de tomber sur quelqu'un qui est encore plus fort que lui, en la personne de son chauffeur qui va, puisqu'on a dit qu'il n'y avait pas de spoil dans cette émission, on y va franchement, son chauffeur qui va lui faire une entourloupe pas possible pour le coincer et que, comme il le dit lui-même, Matt Vasseur devienne sa petite pute. C'est un Donc, peu. oui, c'est ça, mais c'est plus un gangster, alors lui, 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 en il est plus l'occurrence, méchant. Il n'est pas animé avec d'aussi bonnes intentions que Matt Vasseur affiche en début de film. Hein. Lui, on voit très bien qu'il est là pour faire du pognon et les bonnes valeurs, il est prêt à s'en affranchir. C'est un peu un Et gourou peut en cacher un autre, quoi. C'est ça. c'est à peu près ça. Et moi, j'ai trouvé que c'était assez bien amené. Le gars, il a réussi à se servir de la paranoïa et des doutes de Matt Vasseur pour le ferrer, appuyer là où ça fait mal et lui faire faire n'importe quoi et jusqu'à le faire complètement débloquer et disjoncter. Jusqu'à la fin, on ne sait pas s'il va vraiment se sortir de cette situation-là. Hein. On voit une petite lueur dans son œil, peut-être qu'il va rebondir et refaire une seconde carrière aux États-Unis, mais en France, il est cramé en tout cas. Et donc, Elisabeth, la question c'est, est-ce que même en étant très intelligent, on peut quand même se faire manipuler et se faire avoir? Ah bah oui, ça, c'est absolument pas un critère. Hein. L'intelligence, il y a énormément de personnes très intelligentes et très éduquées qui se retrouvent sous emprise mentale. C'est absolument pas un critère. Je suis débile. Je trouve que les pigeonneaux ont goût d'oiseau. Je suis débile. Est-ce que la mort existe-t-il? Je suis débile. Manger, ça me fait chier. Je suis débile. Derrière, y avait
Donc ça là-dessus, ça nous protège pas, hein. C'est vrai que de l'extérieur, on peut se dire: «Ah bah, c'est une personne un peu bête, influençable, qui manque de discernement, qui a pas reçu une éducation à la hauteur» et cetera. Mais non, non, c'est pas du tout ça, Et le si le facteur problème principal. et si le problème n'était pas les cyniques manipulateurs, mais les gens sincères qui vont percer nos défenses, nous toucher et nous avoir comme ça, en fait? Oh, je pense que les cyniques manipulateurs sont tout à fait à la hauteur pour nous avoir, hein, il y a pas de souci. Il y a pas besoin d'être sincère pour bien manipuler, il y a pas besoin, OK. enfin, je pense que c'est pas non plus un critère. Mais au bout d'un moment, de toute façon, et je pense que ça, le film le montre bien, au bout d'un moment, on peut plus vraiment être sincère dans ce qu'on fait. Quand on atteint un certain niveau de manipulation, il y a trop d'incohérences dans ce qu'on fait pour se réellement croire en ce qu'on est en train de faire. Il y a un moment où on passe, sur certains faits qui sont pourtant graves et on se dit: «Bon, c'est pas grave, c'est je dois me défendre ou c'est pour la bonne cause». Mais il y a toujours, à un moment donné, une dissonance quand on atteint un certain niveau, quand on atteint une certaine audience ou un certain niveau dans la manipulation, où, Mmh. moi je crois pas à la sincérité, de ces personnes-là. Et en fait, il y a un sujet assez important qu'on n'a pas abordé, c'est donc, la législation en la matière puisque Oh le merci, film le film le j'allais film en parle le film en parle beaucoup Oui. et d'ailleurs ça a donné lieu à une loi en France en 2001, qui faisait suite aux suicides ou tueries de masse qu'on avait pu avoir avec, lors du Temple solaire, le métro de Tokyo avec le gaz sarin et la tuerie de Waco aussi, les suicides de Waco. Donc on a essayé de légiférer pour, essayer de déterminer ce qu'était l'emprise mentale en France et c'est compliqué et on voit bien un petit peu les enjeux dans le film, ça transparaît bien et j'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet, Élisabeth et puis les autres chroniqueurs aussi, hein. Ah bah, moi, c'est vraiment une séquence que j'ai beaucoup appréciée parce que je l'ai trouvée, très intéressante. C'est des vraies questions. Ça montre en fait l'aspect politique de cette question-là, de l'emprise mentale, de l'engouement pour le coaching de masse. Parce que là, on parle de coaching de masse, ce film, il parle pas du coaching, individuel, hein. Il parle vraiment de quelqu'un qui fait des grands-messes et qui prétend qu'il peut apporter quelque chose aux personnes, alors que on sait, et ça c'est tout à fait prouvé, depuis des décennies, que le coaching de masse n'apporte rien aux personnes qui y participent. Elles ne font que les déstabiliser, augmenter leur confusion et leur faire, prendre des, décisions impulsives. Donc il y a aucun avantage à assister à ce type de grand-messe, même avec, les coachs, les plus réputés au monde. Et ça, je trouvais ça intéressant dans le film qu'il y a un accent qui soit mis sur, le pouvoir éventuellement, le pouvoir, politique, de régulation. Et d'ailleurs, il y a un élément que je peux vous raconter dans le scénario sur lequel j'ai tiqué et où j'ai dit: «Bah, c'est pas réaliste en fait». C'est que dans le scénario, je vais vous le lire si vous voulez. Bien sûr. Alors, la, la sénatrice demande: «Considérez-vous que votre métier a une fonction thérapeutique?» Mmh mh. Et le personnage de Mathieu Vasseur, qui dans le scénario à l'époque s'appelait Ben, je vous dis tout. Et ça fait partie des choses que moi j'ai critiquées en fait. Pour autre chose, je vous raconterai après. Donc c'est assez marrant parce qu'on dit que Pierre Gosselin, Yann Gosselin, il a toujours un personnage qui s'appelle Mathieu Vasseur, mais dans le scénario, il s'appelle Ben. Et donc Ben répond: «Bien sûr, madame la présidente. Comme un psychologue, c'est très différent, point de suspension». Et en fait, donc il y a tout un dialogue qui se déroulait, mais qui partait de cette réplique du coach qui dit: «Oui, bien sûr, je me prends pour un thérapeute». Et ça, moi, j'ai mis tout de suite une remarque en disant: «Mais jamais un coach ne dirait qu'il se prend pour un thérapeute, en fait». Donc dans le film, en fait, à l'arrivée, Mathieu Vasseur, est un peu embêté par cette question, justement. Il est beaucoup plus, «Ah bah, attendez, non, on peut pas vraiment dire ça, c'est pas tout à fait ça», et cetera, et cetera. Et donc ça fait partie des choses sur lesquelles, j'ai tout de suite mis en rouge, au stabilo rouge, Ouais. en disant que non, ça les coachs, Et jamais ils vont dans trouver ça crédible.
Tu sais quoi? Je l'ai extrêmement ressenti ça, j'ai senti qu'il y avait Ouais. eu, en tout cas sur cette partie au Sénat, enfin sur cette audition, en tout cas que tu étais intervenu sur les termes employés ou sur les Mmh. trucs, ou sur les dialogues, vraiment Mmh. j'ai Il senti Par contre, il ça. y a un truc que Ouais, j'ai un autre ouais, ouais. truc que j'ai critiqué et qu'ils ont laissé dans cette séquence, c'est qu'ici, tu as un neuroscientifique et moi, j'ai dit, en fait, c'est pas un neuroscientifique qui peut, parler de ce genre d'événements, de coaching. En fait, un neuroscientifique qui s'intéresse pas à ça, il est même pas en mesure de mesurer ça parce qu'il lui Mmh. faut un cerveau, dans un IRM, c'est pas dans une salle, qui va pouvoir étudier les cerveaux des gens. Et donc j'avais dit: «Ça, c'est de la psychologie sociale, il faudrait à la place de nommer un neuroscientifique, il faudrait nommer un psychologue social» et ils l'ont pas fait. Parce qu'évidemment, c'est moins vendeur. Mmh. Oui, oui, c'est ça, ouais, ouais. Il fallait un Voilà. argument d'autorité un peu fort, j'imagine, ouais. Moi, il me semblait quand même que Matt Vasseur plongeait un peu les 2 pieds dans le piège que lui tendait, la procureure jouée par, l'excellente Léonie Samaga. J'aime bien cette actrice Mmh. et je trouvais ça assez réaliste et c'est difficile d'avoir une réponse détournée à une question aussi directe et c'est pour ça qu'elle le reprend et qu'elle lui fait, cracher le morceau et on est à 2 doigts de l'exercice illégal de la médecine du coup et elle savait très bien où est-ce qu'elle, mettait les pieds et sur quel terrain elle l'entraînait. Elle l'a on peut dire qu'elle l'a piégé quand même, Ouais, complètement. Mmh mmh. mh. Mais en même temps, il a toujours une manière de s'en sortir, en fait. Il a Ouais. toujours une manière de formuler les choses. On a l'impression il est beau parleur, quoi. Il a vraiment Ah une oui. qualité rhétorique, Est-ce que dans la réalité, cette scène, enfin avec le Sénat et cetera, est-ce que, qui reçoit des coachs, est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé? Non, je pense pas et il y a un côté pas très crédible, au fait que la parlementaire soit aussi exaspérée et aussi, vindicative vis-à-vis de lui. Je pense que ce serait beaucoup plus neutre et beaucoup plus, mais bon, là encore, c'est pas très grave, on est dans un film. C'est Oui, Ouais. elle comme, fonctionne très bien cette scène, hein. c'est comme, si tu regardes, Anatomie d'une chute, les séquences dans le tribunal sont sont super, prenantes et tout ça, mais en fait, elles correspondent absolument pas à la manière dont la justice est faite en France. C'est jamais ça se passerait comme ça, jamais un procureur, il va dire, «Ah mais madame, vous racontez n'importe quoi». Enfin, voilà, mais ça passe parce que c'est dans un film. Là, on est exactement à l'opposé de ce qu'on disait tout à l'heure, Clairement. quelquefois, il y a des choses qui passent dans la C'est la réalité et qui charge. passent pas dans les films et Mmh. là, ça passerait pas dans la réalité, mais ça Mmh. passe dans le film. On vous renvoie à l'épisode sur 12 hommes en colère, hein, qu'on a Ah oui. sorti le mois passé et qui raconte aussi un petit peu voilà, comment ça se passerait dans un dans un jury si c'était, idyllique. Enfin, en tout cas, entre guillemets, il y a voilà, ça se passe bien, quoi. Après, on est beaucoup imprégné de la culture américaine en matière de cours de justice en France, hein, parce qu'on a très peu de films, au final, qui parlent de ça. Donc, notre imaginaire, il est très américain, pour les arrestations, Ouais, pour les ouais, ouais. procès, Oui. on a beaucoup d'idées reçues qui sont fausses, hein, là-dessus. Ouais, c'est clair. Juste, vous voulez que je vous raconte pour le prénom Ben? Bien Oui. sûr. Donc en fait, il y a une séquence où on voit, les installations de bureaux, on voit plein de gens qui sont au téléphone en train de vendre des formations, des packs, des remises exceptionnelles, des occasions exceptionnelles et cetera et on voit, il y a une espèce de balayage avec un travelling ou un panneau, je ne sais plus. On voit sur les murs du merchandising. Donc il y a, une gourde, une casquette, un t-shirt avec le nom Ben. du coach et il y avait marqué Ben et là, je leur ai dit: «Mais, est-ce que ça va pas être gênant par rapport à l'artiste Ben, qui justement a fait toute sa réputation par le fait de mettre son nom sur des objets?» Donc, Ben le Niçois? ouais, le l'artiste L'artiste niçois? qui signe à la main, avec une écriture à la main, son nom sur des objets et qui en fait des œuvres d'art, en fait et donc voilà et donc, pour la petite histoire, j'avais fait cette remarque-là et donc après, alors je ne sais pas si c'était prévu en avance de l'appeler Mathieu Vasseur. C'est possible aussi parce que comme il l'avait déjà appelé plusieurs fois, ces personnages, Mathieu Vasseur, heu, bon, c'est une possibilité. Mais voilà et une autre chose que je peux vous raconter, parce que si j'ai bien compris, il faut qu'on arrête de parler du film Gourou. Une autre chose sur laquelle je suis intervenue et sur laquelle, il y a eu une vraie modification du scénario, c'est, au sujet de sa plus proche collaboratrice. Donc dans le film, heu, on voit que sa compagne, en fait, est très engagée dans ce qui se passe
Tout à fait. dans son travail, qu'elle le critique, qu'elle va lui dire: «Mais je comprends Ouais. pas pourquoi tu fais ça. Non, tu peux pas faire ça, il faut que tu arrêtes». Mmh. Notamment quand, à un moment donné, il demande au plombier de quitter son travail, au chauffagiste de quitter son travail et qu'elle dit: «Mais ça va pas du tout». Elle est en régie et elle lui dit dans l'oreillette: «Mais non, non, ne fais pas ça» ou quand, il va vers la journaliste et qu'elle lui dit: «Non, ne va pas la voir» et cetera, lui, il coupe son micro, il veut plus l'entendre et donc au départ alors là, on comprend parce que c'est sa compagne et cetera et elle est engagée dans son travail, mais au départ, dans le scénario, c'était pas sa compagne qui lui disait ça, c'était, une de ses employées qui était un peu la chef de la régie, la chef du staff ou je sais pas quoi et moi, j'avais dit: «Bah, ça marche pas, en fait». Heu, Ce mec-là, il est omnipotent, il dirige son équipe, c'est pas cohérent, c'est pas réaliste qu'une personne de son staff qui est payée par lui, puisse être aussi franche, en fait et être aussi directe. Il faudrait soit qu'on comprenne, qu'en fait, c'est quelqu'un qu'il connaît très bien, une amie d'enfance ou peut-être même une personne qu'il a formée au coaching ou avec qui il a fait des formations, j'en sais rien quoi. Mais sinon, ça marche pas, en fait. Il y a personne qui va oser, vu le côté mégalo de la personne, le contredire et donc en fait, le scénario a été modifié et c'est devenu sa compagne, qui OK. devient critique, et qui s'oppose à lui et d'ailleurs dans le film à la fin, au bout du compte, il y a à un moment donné une personne qui le critique, qui fait partie de son staff et qui dit: «Je sais que tu vas me dire que si je passe la porte et ben, c'est pour toujours, et ben, voilà, je vais le faire et je vais te dire ce que je pense» et là, elle lui dit ce qu'elle pense et elle s'en va puisqu'elle sait que de toute façon, elle serait virée et ça, Ouais. c'était pas, voilà, c'est ça je pense que ça a été, un peu le fruit de enfin, une contribution que j'ai pu faire au scénario. OK. OK. Super. Et bah, c'est bien. Bah, mais vite fait pour terminer sur Gourou, on disait à la base que, bah, c'était peut-être pas étonnant que l'initiative vienne de Pierre Ninet. Je pense à peut-être sa compagne qui est un peu dans ces bazars-là, qui est un peu dans le coaching et cetera. Il me semble, je sais pas si vous avez lu des trucs là-dessus, quoi? Oui, bah, Non. oui, clairement, moi, c'est un truc que j'ai découvert après la sortie du film. Mais oui, parce qu'en fait, il s'est trouvé qu'au moment de la sortie du film, elle sortait aussi un bouquin un peu avant. Elle sortait un Mmh. bouquin, bah, perclus de pseudosciences, de coaching bien-être, et cetera donc Ouais. ouais, c'est assez chaud. Oui, c'est bizarre, c'est un peu, ouais. Bah, bizarre, je sais pas, je pense que le thème du film pour Pierre Ninet, au départ, c'était vraiment la rhétorique et comment la rhétorique, peut mener à de la manipulation. Mmh. Hem, il se trouve qu'ensuite, ça a évolué vers le coaching et vers le coaching de masse et De bien-être un peu et le du coup, coaching ouais. de vie, en fait. Ouais. Donc voilà. Mmh. Ouais, 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 OK. Peut-être qu'ils s'attendaient pas à ce virement du truc du coup, quoi, Bah, je sais pas. il l'a contrôlé, hein, il était vraiment dans le enfin, par rapport au scénario, il était présent, comme je vous dis, Ouais. OK, on OK. a échangé un peu, donc c'est pas quelque chose qui s'est fait malgré lui. Par contre, je pense que ce à quoi il s'attendait pas, c'était que, des gens critiquent, en fait, ce qui se passait dans sa vie privée à lui, avec sa Ouais. femme, et d'ailleurs, il a réagi, je sais pas si vous avez vu, il a dans certaines interviews, il a dit: «Bon, bah, voilà, effectivement, il peut y avoir un côté un peu ironique, parce que, bah, de mon côté aussi, il y a des croyances et cetera». Enfin, il a été assez Ouais. évasif, mais bon, on voyait qu'il répondait à la critique, sur ce point-là, quoi. Ah, c'est un peu naïf quand même ça de se dire, «Oui, non, on n'ira pas fouiller, on n'ira pas me demander des comptes là-dessus, quoi». Bon. Bah, je pense qu'il a tout simplement pas fait le lien, tu vois? Je pense qu'il a juste pas fait le OK. lien. Ouais, ouais. Dans sa tête, Ouais, c'est ouais. c'est comme ça que je le vois, hein. OK, OK. Mais c'est pas, étrange, dans le cinéma que des comédiens, je pense à, bah, Tom Cruise évidemment, Mmh mh. qui est Oui. scientologue et qui va jouer un espèce de gourou, et sans je sais Oui, pas s'il a fait le lien et tout comme Elisabeth Super Moss. transition ça, super transition. tout à fait. Elisabeth Moss qui est scientologue et qui est l'héroïne principale de The Handmaid's Tale. D'accord. Bah, c'est des Mmh. comédiens, quoi. Mmh Ouais. mh. Bon après Pierre Ninet, il est plus que comédien sur ce projet-là, hein, Producteur. il est producteur Oui, et il est à l'initiative de l'idée, donc il peut pas se Ouais, défausser de ce côté-là, hein. ça c'est clair. c'est vrai. Mmh. Mais Elisabeth Moss réalise, aussi la série, The Testament, il me semble et a réalisé certains épisodes,
de The Handmaid's Tale. Donc, la question lui a été posée en interview. Bon, bah, ça lui pose pas de problème particulier, quoi. Bah, quand on est dans une secte, on n'a pas la sensation d'y être, hein, sinon on n'y C'est serait ça. pas. Mmh. Ouais, bah oui. C'est vrai. Moi, je vous propose de passer au film suivant, sinon on va jamais pouvoir terminer. Oui. Et donc, il s'agit de Magnolia de Paul Thomas Anderson, sorti en 1999. Le film entremêle les destins de plusieurs personnages à Los Angeles en une seule journée. Un gourou masculiniste, un enfant surdoué, un policier solitaire, un animateur télé mourant ou encore une fille en rupture. Tous sont liés par des blessures familiales, la culpabilité et le besoin de pardon. À travers ces histoires croisées, le film explore le hasard, les traumatismes et la difficulté de réparer les relations humaines. Alors déjà, peut-être un petit sentiment, si on peut faire le tour de tout le monde. Honneur à notre invité. Qu'est-ce que tu as pensé de Magnolia? Alors moi, j'ai pas du tout aimé ce film. Je l'ai trouvé infiniment trop long. Et j'ai pas accroché du début à la fin, en fait. Plus de 3 heures, hein, plus de 3 heures Ouais, le ouais, film. c'est Ouais. très très long. C'est propre du cinéma d'Anderson, Ouais, c'est des très, très longs films. clairement, clairement. The Minimum Master est 2 bien heures, moins 2 long. heures et demie. Ouais, The ouais, Master ne sauf, fait que 2h20. Ouais. sauf Punch Drunk Love, Punch Drunk Love qui fait 1 heure et demie, mais qui est une comédie romantique assez particulière. Mmh. Oui, donc moi, j'ai pas du tout adhéré. La galerie de portraits, les problématiques de père, de filiation, avec des séquences interminables et beaucoup d'improvisation où les gens se répètent, passent leur temps à se répéter. C'est ça m'a fatiguée. Franchement, je l'ai regardé pour vous, hein, je dois vous le dire. J'ai été au bout pour vous, parce que j'en Gentil. pouvais plus, j'en pouvais plus. Mmh. Trop Alors aimable. c'est un film choral, hein. C'est un film qui est c'est un peu comme si chaque personne, jouait un peu sa partition comme dans un chœur musical pour que l'ensemble du film soit harmonieux. Visiblement, il l'a pas été pour toi, Élisabeth. Moi je l'ai pas mal apprécié. J'aime bien ce genre de film un petit peu, bizarre. Qui d'autre veut donner son avis? Adeline? Ouais. Alors, Magnolia, je l'avais vu il y a très longtemps. J'avais détesté ce film, vraiment, c'était une plaie. Et là, en le Mmh. revoyant, bah, je l'ai trouvé super bien. J'ai adoré. Par contre, effectivement, il est très long. Mais bah, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup ces dialogues hyper réalistes où effectivement les gens ils se répètent. Mais bah, c'est un peu comme ça dans la vie, hein, souvent on se répète. Et là, pour le coup, alors je pensais vraiment que ça allait être la purge pour moi de revoir Magnolia. Et bah non, en fait, est-ce que je l'ai vu trop jeune? Est-ce que j'aurais revu plus tard, j'aurais aimé aussi? Ou est-ce que c'est qu'aujourd'hui où je le trouve bien? Je ne pourrais pas dire. Mais il y a tellement de choses dans ce film. Bah, il y a plein d'analyses à faire. C'est Ouais. très très riche. Alors, on va pas se lancer là-dedans parce que sinon on n'a pas fini, Mmh. mais c'est très riche. Ah. Et Tom Cruise est excellent, comme tous les autres Ouais, acteurs dans ce meilleur film. rôle. Son meilleur rôle de sa carrière, je Alors moi, je pense, dirais pas vraiment, ça, parce mais ah, clairement. ouais, il me parle ce film, quoi. C'est sur les relations humaines et tout. Voilà. Mmh. Oui, oui, évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le rôle de Tom Cruise, qui est quand même assez anecdotique dans le film, mais Pierre Ninet l'a mentionné parce qu'il s'en est inspiré pour faire son rôle de Matt Vasseur. Donc c'est un espèce d'influenceur coach masculiniste qui va assez loin dans un contexte à la fin des années 90 où il y avait une liberté d'expression sur le sujet assez totale et les femmes n'étaient pas très très bien représentées dans ses conférences, hein, à Tom Cruise. Jérôme, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Moi, j'ai bien aimé. C'est la première fois que je le voyais. Oui, c'est beau. Je vais pas répéter à peu près ce que vous avez dit. C'est un film choral. Il y a plein de personnages qui vont et à la fin qui vont se croiser par un événement assez chaotique qui est la pluie de grenouilles. Après, j'aime bien le côté émotionnellement, j'étais très pris par certains personnages. J'aime bien comme il joue. Bah, Tom Cruise, c'est vrai, il fait une très bonne performance. Même, je sais pas si c'est sa meilleure, parce que j'ai pas vu tous ses films, mais en tout cas, ça fait partie d'une de ses meilleures
performances que j'ai vues, en tant qu'acteur. J'aime bien les thématiques du film comme, la culpabilité, le pardon, les traumatismes familiaux, la solitude aussi moderne et la transmission aussi de la violence par certains personnages et l'histoire aussi qui m'a touché, c'était L'enfant surdoué, qui était plus ou moins, dans la scène, du jeu télévisé là. C'était quoi le jeu? C'était les enfants contre les adultes, c'était ça? Oui, c'est justement, c'est encore plus c'est parlant justement par rapport au sens du Oui, film voilà, que parce que là, il y a un autre personnage dans le film qui joue lui une vedette des années je sais pas combien, bien avant le film, bien avant le jeu, petit et qui était la star et qui a été plus ou moins, abandonné par ses parents qui l'ont totalement exploité. Donc Ouais. j'ai bien aimé ce rapport-là et non, non, je trouve que c'est, et puis la scène finale et moi à partir de la c'est vrai que le film bon après moi je regarde pas mal de films indiens donc les durées, chez eux c'est plutôt 3 heures, c'est plutôt normal. On va dire j'ai peut-être Mmh. une certaine habitude, C'est même mais court. ouais, ouais, après ça dépend. Puis il y a aussi une métaphore, je crois biblique à un moment dans le film par rapport à un chiffre, je crois. C'est pas un Oui, oui, moment, quand on voit la scène, c'est au début là. 82. Ouais, J'ai rien. les coïncidences, le hasard avec les 3 prénoms après celui qui saute, ouais, c'est ça. Et par rapport à la fin aussi, quand tous ces personnages se rejoignent et en fait tout ça pour dire qu'en fait, c'est des instants de vie que tu vis et c'est pas toujours facile de créer de ce genre de film et de rester aussi captivé par ces personnages. En tout cas, moi j'ai bien aimé. Il y a 9 histoires qui s'entrecroisent, hein, dans ce Ouais, film. voilà, ça fait beaucoup. Ah oui, aussi la musique du film, j'ai bien aimé, surtout à un moment quand il chante, tu sais, il y a un morceau de musique là, Ouais, ouais. et tous les personnages sont en train de la de la chanter en même temps. Non, mais Alors il faut savoir que Anderson, pendant qu'il écrivait ce film, écoutait beaucoup cette chanteuse d'accord. et que certaines parties du film, sont vraiment calquées sur certains morceaux de la chanteuse. Et dont en particulier ce morceau-là quoi, qui y revient et qui est partagé, Rise Up. par tous voilà, Et alors, il t'a plu à toi, les Trouts, ce intervenants. film? Comme disait Adeline, premier visionnage, il est dur quand on n'est pas habitué et moi je comprends Elisabeth, quand on n'est pas habitué au cinéma d'Anderson, moi j'étais pas forcément habitué quand je l'ai vu pour la première fois. Et il est dur, on comprend pas tout. Moi par exemple, l'histoire de l'enfant, qui est dans le jeu télé et de l'adulte qui était dans le jeu télé quand il était plus enfant, moi, je prenais ça pour des flashbacks et je comprenais pas ces flashbacks. Bon, oui, ça n'avait rien à voir à faire dans ce film, ces flashbacks. Et en fait, c'est pas le même personnage. Donc, non, vraiment, la première fois, j'étais largué. Donc, il a fallu que je travaille un petit peu, que je regarde d'autres films d'Anderson. Et c'est pas des Marvel, quoi. C'est pas un film où on va s'asseoir devant avec un popcorn en posant son cerveau à côté du canapé. Ça demande plusieurs visionnages, ça demande une attention particulière pour toujours assez comprendre, et particulièrement celui-là, Magnolia. Magnolia qui fait voilà, référence à la fleur, le magnolia, avec tous ses pétales différents, et donc c'est toutes ces vies qui s'entrecroisent, mais aussi à Magnolia Road, qui Ouais, est la rue j'allais dire. principale de la ville où ça a été tourné, qui est une ville qui a été habitée par Anderson, où il a habité pendant longtemps. Il a tourné 2 de ses films là-bas, je disais. Heu et donc, c'est pas étonnant que ce soit un peu des coquilles vides et des stéréotypes, les personnages, parce que, je pense le message un peu du film, c'est qu'il y a des échos, comme un peu comme des échos des mêmes choses qui se passent dans des tas de vies de personnes complètement différentes, et en fait, on s'en fout que ce soit des stéréotypes, les personnages, parce que c'est pas des personnages dont on va s'intéresser, heu, mais de leurs histoires qui s'entremêlent et qui racontent plus ou moins la même chose, en fait. Malgré que ce soit des gens complètement différents et qui se croisent même pas, même s'ils habitent dans la même ville et dans le même coin. Hem, ouais, je sais pas, il y a un truc de l'écho, quoi, dans le truc. Mais, heu, voilà, sinon c'est un film, particulier. Il faut le revoir pour vraiment 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 l'apprécier, et il y a plein de choses à dire. J'avais plein de choses à rebondir sur ce que vous avez dit et j'ai tout oublié, donc je pense que ça va revenir pendant qu'on en parlera, voilà. Moi perso, c'est pas que j'ai
pas compris, par exemple, moi j'avais complètement compris, le fait qu'il y avait vraiment bien 2 personnages, liés à Ouais, ouais. l'histoire du jeu télévisé et cetera. Mais j'ai trouvé en fait que c'était assez daté, au niveau psychologique, les relations psychologiques étaient assez creuses, en fait. Moi, c'est ça qui m'a embêtée. Alors après, effectivement, le fil de l'histoire est pas très clair et il y a un enchevêtrement et quelque part, peut-être que le réalisateur n'avait pas spécialement envie qu'il y ait un sens à tout ça, mais moi, le simple fait que les personnages soient que j'ai jugé, en fait, les personnages creux, ça m'a vraiment, rebutée complètement. Que ce soit le père sur son lit de mort, que ce soit, même, le personnage le personnage du gourou, masculiniste, il y a pas de profondeur, en fait. Ça se veut profond, en fait. Moi, c'est ça qui m'a gênée, ça se veut profond. Mmh. Oui, il a une déchirure personnelle, il a une histoire difficile avec son père et cetera, avec sa mère et puis au bout du compte, pour moi, tout me paraissait un peu ridicule, voilà. C'est ça qui m'a gênée. Oui, je comprends effectivement, Ouais. ouais, c'est pas un film qui est facile d'accès. Si on rentre pas dedans, on peut effectivement, trouver, avoir un décalage avec, ouais, ouais. Oui, oui, je peux tout à fait comprendre. Je pense que j'avais eu ce décalage la toute première fois que je l'ai vu. J'ai dû le voir à sa sortie ou peu de temps après, au tout début des années 2000 et ouais, il m'avait laissé, je voulais j'avais hâte de le revoir. J'avais hâte de le revoir parce que c'était un film où il y avait, beaucoup de choses qui se passaient, je me rappelais, mais je me rappelais plus, exactement des détails, ni même du sens du film et puis, ouais. Vous voulez intervenir? C'était trop de ce qui voulait intervenir? Ah non, non, mais voilà, c'est il y a pas vraiment comme je disais, il y a pas vraiment de dénouement non plus à ce film, il y a pas de dénouement pour les enfin, il y a des dénouements pour certains personnages, mais il y a pas vraiment une fin satisfaisante où quand on voit un film choral comme ça, on a souvent des destins qui se croisent et au final, il y a un truc qui les rassemble quelque part. Là, il y a rien qui les rassemble à part ce qui leur arrive, en fait, quoi. Ils se croisent parfois, mais juste ils se croisent, mais ils interviennent pas forcément les uns avec les autres, en fait. Et il y a vraiment ces 2 pères abusifs qui sont 2 personnages, un producteur de l'émission, un présentateur de l'émission. Il y a ces 2 enfants abusés qui sont qui retransmet la violence qu'il a subie en devenant coach, et cetera et en devenant coach masculiniste et une autre qui, elle, a subi des attouchements et qui s'enferme dans un silence, voilà, pendant et il y a vraiment tous des couples comme ça, qui sont dans des situations différentes, dans des familles différentes, mais qui vivent plus ou moins les mêmes situations. Tu Moi, il y Heu, a un truc qui me questionne justement par rapport à ce que tu dis, dans le film. Il y a 2 choses qui me font un peu, tiquer. C'est, qu'est-ce qu'il veut dire avec cette histoire de coïncidence, comme si quoi, il y a une espèce de fatalité, un destin, qui est réservé à chaque personne. Donc du coup, ça me pose vraiment question ça. ouais, je Et crois pas. aussi, il a l'air de dire que, il y a une personnalité pour devenir gourou. Donc, parce que j'ai vu ça aussi dans un film de fiction, sur le Jones, hem, le gourou, le vrai gourou, où, c'est un film qui s'appelle, Guyana Tragédie et donc, ça commence, où on le voit, il est enfant et déjà il est en train de prêcher en tant qu'enfant et cetera. Comme s'il y avait un espèce de, c'est induit quand ils naissent, quoi. Il y a un côté, ils naissent Prédestination? gourous. Ouais. Mmh. Ouais. Ah ouais, j'ai pas senti ça du tout ici, moi, mais Parce que ça parle aussi de déterminisme, social, ce film-là. Mais là, il est, je sais pas s'il veut dire qu'en fait, on est gourou ou si en fait, les traumatismes de l'enfance font que c'est pour ça qu'on devient gourou. C'est du coup, c'est un Je le peu, comprends. Je le comprends plutôt de la seconde manière et d'ailleurs, c'était le point que je voulais aborder qui me paraissait le plus intéressant parce qu'on en parle aussi dans Gourou. C'était l'histoire du storytelling. Il s'est inventé un passé qui est mis à nu par la journaliste Tom Cruise lors de l'interview et là, il se met à péter un câble et il y a exactement la même chose qui se passe dans Gourou où Pierre Ninet va, inventer un traumatisme qui n'existe pas en impliquant son frère, ce qui va briser les liens fraternels. Donc est-ce qu'il y a quelle est la relation, Elisabeth, entre un gourou, un coach et le storytelling? Quels sont les liens entre les 2? Ah bah, le storytelling, c'est indispensable à un bon gourou. Heu,
effectivement, dans le film, il dit: «Voilà, quand j'étais enfant, il m'est arrivé ça, et cetera et cetera» et il montre toute une histoire qui valorise son parcours, qui montre à quel point il a su surmonter les épreuves, et finalement trouver la voie, vers le succès et le bonheur, en fait. Hem, dont d'ailleurs, le storytelling tourne beaucoup autour de son histoire de couple aussi. Il met en scène sa femme, qui fait partie en fait, de la marque. Matt Vasseur, c'est un mec qui a une femme, qui elle-même a un compte Instagram et qui prend des photos de bien-être et cetera donc c'est, enfin c'est ça fait vraiment partie des arguments de vente, du marketing des gros, hein. Et Matt Vasseur, lui, il est pas masculiniste comme, l'est, Frank McKee qui est joué par Tom Cruise dans Magnolia. Lui, il a une femme, Non. il a une Ouais. stabilité, affective, alors que Tom Cruise, quand on écoute ce qu'il raconte dans ses conférences, c'est complètement hallucinant. Ça fait partie Ouais. d'un espèce de renouveau masculiniste qui était que les gens pensaient dans les années 80. Je pense qu'on allait vers plus, d'égalitarisme et Ouais. les gens ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un retour comme ça et c'est un retour qui arrive surtout, je crois, au Canada et aux États-Unis, dans les années 90 et depuis quelques années en Europe, puisqu'il y a des films, Ouais, des ouais. séries comme Adolescence qui en font leur thème, donc en 2025 ou 2024, je sais plus, c'était récent. Do donc en fait, c'est pas évidemment donc pas le même storytelling, mais comment on peut expliquer ces différences? Est-ce que Matt Vasseur est un mascu? Bah, on sent qu'il a beaucoup d'idées préconçues sur, comment on doit être, comment on doit vivre et qui on est au fond de soi, par essence. Donc il y a beaucoup d'essentialisation chez lui qui induit, inévitablement, je pense, une essentialisation des hommes et de la femme, sur le rôle de la femme sensible et de l'homme, qui doit, agir. Mais c'est quand même pas aussi marqué évidemment que dans Magnolia, et qui alors là, pour le coup, sur cette séquence-là, quand je l'ai vue, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez avant-gardiste et non pas daté. Pour le reste du film, j'ai trouvé ça très daté. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très avant-gardiste dans le fait de dénoncer comme ça le masculinisme violent, où le mec, quand il fait Tout à son fait. show devant des hommes, il mâche pas ses mots. Enfin, toutes les femmes sont des putes, il faut les utiliser, elles veulent nous soumettre et c'est à nous de les soumettre, et cetera. Et la confrontation avec la journaliste qui est une femme et donc voir, voilà, la curiosité en tant que spectatrice que j'ai eue à voir comment il allait s'en sortir, en fait. Comment est-ce qu'il peut parler à une femme journaliste qui va lui poser des questions forcément, sur ce qu'il Et elle fait, le joue bien en plus, elle joue la séduction au début, Ouais. elle fait croire, elle lui fait croire qu'elle est qu'elle attirée par adhère. lui Ouais. pour qu'il se livre. Ouais. Et c'est vrai que le film date de 90, 1999, très et du coup, avant-gardiste, enfin, ouais. c'est vrai que chez nous, c'est arrivé beaucoup plus tard. C'est il y Ouais. a pas très, très longtemps, j'ai l'impression. Mmh Ouais. mh. Alors peut-être qu'aux États-Unis, c'est arrivé plus tôt, mais 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 qu'est-ce qu'il en est des gens qui vont le voir dans des conférences comme ça? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent de la salle, ils vont violer les femmes? Je ne comprends pas comment il peut s'en sortir en fait, lui, de cette histoire. Il leur Ouais. vend du rêve à ces hommes, ils pensent qu'ils vont tous devenir des séducteurs hors pair, c'est pas possible, on est Mais bien qu'ils doivent d'accord? brutaliser Mmh, les mmh mh. femmes pour y arriver, c'est ça son Oui. discours, hein. Oui, C'est c'est ça le truc, pas ouais. ouais. Ouais, Qu'ils ouais. doivent les soumettre, physiquement, hein. Mais qui Ouais, correspond au ouais. discours des masculins d'aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça. En plus C'est exactement masqué quand ça. même, enfin en général, enfin, mais là en l'occurrence voilà, c'était entre eux, ils sont entre eux les hommes dans cette conférence. Donc ils se disent ce qu'ils veulent et effectivement chez les masculins, ils se disent ce qu'ils veulent entre eux aussi, hein. Oui, mais les mecs qui sont remontés à bloc là, tu te retrouves avec, tu te fais 6 amis pendant la conférence de Tom Cruise. Tu te fais 6 amis, tu sors, tu vas boire une bière, Tu il y te a fais pas 6 amis, un ça groupe s'arrête de là. femmes un groupe un groupe de femmes qui s'installe à côté, ça peut très, très vite dégénérer. Ah bah, c'est Ils clair. sont là, ils se montrent le bourrichon. Comment Mmh. ça peut marcher? Parce que là, ça aurait été intéressant de voir qu'est-ce qui arrive à un adepte, de ces conférences, quand il sort de la conférence comme c'était le cas dans Gourou, on a pu suivre, Julien comme ça et savoir qui il était, Mmh. quel impact les conférences avaient eu sur lui Mmh mh. et là, moi, dans Magnolia, je suis resté sur ma faim. J'aurais bien voulu savoir, qu'est-ce que faisaient, les hommes qui assistaient à ces conférences quand ils en sortaient, quoi. Mmh. Sachant que dans la réalité, ce qu'on appelle, les incels, maintenant, Oui. Mmh mh. il y a eu Explique, plusieurs ce que c'est attentats. que incel pour ceux qui savent pas? Heu,
ceux qui ont pas trop de succès, Involuntary célibataire, Ouais, c'est ça. non, que truc. ceux qui ont pas trop de succès avec les femmes. Célibataire Euh, involontaire. voilà. Il y a eu plusieurs attentats, il me semble, notamment récemment, de mecs comme ça qui vont shooter dans le public. Il y a eu un attentat aussi dans une université, je sais plus où. C'est au Québec. Au C'est au Québec, Québec. ouais. Je Il sais y a plus eu comment. ouais, Polytechnique Montréal, ou je sais plus, quelque chose Oui, comme ça. exactement. Donc ça Ah, peut arriver là. ouais. D'ailleurs, est-ce que j'ai évoqué le terme de déterminisme social, mais est-ce que il y a une personnalité pour devenir gourou? Bonne Elisabeth. question. Bonne question. Oui, c'est Bah, plutôt je pour sais Elisabeth. pas. Dès qu'il y a une patate chaude, de toute façon, là, aujourd'hui, on peut se délester, là. Allez, Elisabeth, hop. Ouais, merci pour la patate chaude. Non, je pensais en fait, il y a plein de, les Déjà la personnalité, elle est fluctuante, elle est c'est difficile de dire une personnalité, un type de personnalité, parce que déjà on n'a pas tout le temps la même personnalité, au cours de notre vie, je veux dire. Donc c'est difficile comme question, je trouve. Ouais. Je pense qu'il y a du narcissisme, de toute façon, chez tous ces Mmh. gens-là. Bien Ils sûr. s'apprécient beaucoup et ils pensent que enfin, ils sont rapidement convaincus qu'ils ont vraiment quelque chose à apporter aux autres, d'exceptionnel et que personne d'autre n'a et que voilà, jusqu'à, éventuellement les assujettir pour qu'ils soient d'accord avec eux. Donc ça, je pense que le narcissisme, ça doit être un élément en commun. Après, il y a tellement de types de gourous, ils vendent tous quelque chose de différent et c'est aussi pour ça c'est pour ça qu'on n'est pas, on ne peut pas se dire, imperméable à quelque gourou que ce soit parce qu'en fait, ils arrivent avec, un produit d'appel et une manière d'être qui leur est propre et qui peut nous parler et peut-être que moi, Raël, ça me parle pas, mais qu'une autre personne qui va avoir, un qui va proposer des choses qui m'intéressent et qui va avoir une manière de parler qui me parle, ça va m'attirer. Donc c'est ça le problème, c'est que Attends, c'est mais moi, difficile à j'adore ce qu'il définir à raconte, l'avance. Raël. Moi, j'adore ce Bah qu'il ouais, mais raconte, Raël. Mais moi, je te Franchement, parle de moi, rien que après toi, tu fais comme tu veux, hein. non, mais rien que le côté E.T., c'est un truc Ah attirant pour ouais. certaines personnes, rien que enfin voilà, donc Oui, sa Parce qu'on coiffure, parle elle est un peu rédhibitoire quand même. on parle À Môme, beaucoup de j'aurais pu tomber, charisme hein. sur ces personnes. Ouais. le fait qu'il viole des enfants, c'est rédhibitoire un peu plus pour moi que sa coiffure, pour moi. Ouais. Aussi, ouais. Mais ça, on le voit pas tout de suite, alors que la coiffure Mmh. tu dit quoi du coup? Excuse-moi, Je Adine, disais, on parle beaucoup de charisme autour de ces personnes et du coup, c'est vrai que ça pose question de comment on devient gourou, quoi. C'est pas parce que je veux devenir gourou, hein, attention. Moi, je pense que le charisme, on leur attribue. Parce que dans certains cas, ils en ont pas vraiment, hein. C'est quand on regarde de C'est l'extérieur intéressant ça. certains gourous, on se dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce mec n'a aucun charisme». Mais voilà, à un moment donné, ce qu'il a fait a parlé à certaines personnes et quelquefois, une attitude, pseudo humble, un peu avec ses failles personnelles, dévoilées et cetera, ça va en fait baisser la garde. Ça va baisser la garde et après, et bah, bien sûr, il énonce des vérités. Il énonce des grandes vérités avec un grand V donc voilà, il s'impose comme quelque chose d'important. Mais quelquefois, les personnalités de ces personnes sont pitoyables, hein, Déjà, le charisme, faudra le définir pour moi. Ouais. Parce que je pense qu'on n'a pas tous la même définition du charisme. Bah, le Non, c'est charisme, c'est ce qui emporte les foules. Voilà, Ouais, mais c'est ça. l'énergie scénique, j'aime beaucoup la musique qui a été choisie pour son entrée en scène, à Matt Vasseur dans Gourou. Et le charisme, ça se construit de toutes pièces aussi. Une Ouais, musique ouais. qui Oui. entraîne les gens, une arrivée sous les projecteurs, Tu peux l'habiller, ouais. des gens au premier rang qui sont des complices qui applaudissent, il y a toute la salle qui se met à applaudir. Mmh En fait, mh. ça se construit aussi, quoi. C'est Bah, peut-être pour Gourou, pour Mathieu Vasseur, c'est peut-être tout ça, c'est un habillage, toute cette mise en scène, parce que quand tu vois dans le film, il a quand même des failles, même quand il est confronté à certaines choses. Donc il n'est pas si charismatique que ça. tout le monde a des failles. Eh oui, bah voilà. Mais si tu regardes bien Tom Cruise dans Magnola, son charisme est exubérant, il a beaucoup d'éloquence, il a beaucoup d'énergie, et en plus, il parle pas, des fois il crie.
Et en fin de compte, en finalité, ils s'effondrent totalement quand tu vois le film. Donc voilà. Mmh. Donc est-ce que c'est voilà, Ouais. est-ce que le charisme, des fois, est-ce que c'est pas plutôt c'est pas C'est un masque. forcément, ce que tu vas retenir de lui, tu vois ce que je veux dire? Après, bien sûr, c'est un gros, mais Donc Nicox, tu m'avais donné un dernier devoir, Oui, en oui, fait, oui, oui, sur tu devais parler des grenouilles et des pluies de grenouilles les et de pluies de poissons. grenouilles, exactement. Est-ce que c'est réel ou pas? Est-ce que ça a, vraiment été étudié scientifiquement ou pas? Voilà. Alors on rappelle que dans le film, c'est plutôt, voilà, il y a le tout premier, le début du film, l'intro du film qui est vraiment tourné à la manivelle type, années, 1900 quoi, qui est vraiment tourné à la vieille, vieille caméra. C'est un exercice de style qu'il a fait Anderson pendant son film, hein. C'est vraiment autant, cette petite intro qui est tournée à la caméra d'époque, autant, les passages de la série enfin de l'émission télé qui sont filmés avec des caméras de plateau télé. Voilà, vraiment, c'est deux petits exercices de style sur lesquels il s'est fait plaisir. Et dans cette intro, on a donc ces chiffres 8-2 qui reviennent souvent. Et sur un des panneaux pendant l'émission télé, on a Exodus 8-2. Si on regarde 8-2, l'Exode, le chapitre 8, verset 2, c'est tant que tu ne le laisseras pas partir, si tu ne le laisses pas partir, j'enverrai sur toi une pluie de grenouilles. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Alors sur le phénomène en lui-même, on parle beaucoup des trompes d'eau. C'est une des explications, scientifiques rationnelles qui pourrait expliquer le fait qu'effectivement, après certaines grosses pluies, après certains gros orages, on retrouve soit des petites grenouilles, soit des petits poissons, souvent des animaux de la même espèce, donc ce qui va dans le sens où c'est juste vraiment un point qui a été aspiré avec, les animaux qui étaient là. Heu, voilà, il y a d'ailleurs un village dans le Honduras qui s'appelle, Yoro, qui a un événement annuel qui s'appelle la pluie des poissons. Ils en ont fait une fête et cetera. Bon, alors là, on pense que c'est quand même peut-être c'est arrivé une fois et que donc ils en ont fait un événement et cetera. Il y a plein d'autres explications, évidemment. Il y a des débordements pendant des crues, il y a des inondations, il y a peut-être simplement des camions qui auraient perdu du chargement, voilà. Mais il reste, des explications, scientifiques. Voilà. Ils sont très, très, très prudentes, évidemment, mais voilà, alors, ce qui rend le phénomène crédible, c'est quand même, voilà, il y a plein d'observations qui reviennent et plein des animaux qui sont tombés. Elles sont généralement petits, ils appartiennent souvent à la même espèce, Alors moi, j'ai une après théorie. un orage. Ils sont parfois encore vivants, ouais. Alors moi, j'ai une théorie, aujourd'hui, maintenant, où tout le monde a sur lui, quelque chose qui a la possibilité de capter, n'importe quelle preuve en 4K. Si ça n'est pas sur YouTube, c'est que ça n'existe pas, hein. Et c'est Ouais, vrai pour, ouais. les feux follets, qu'est-ce que j'avais encore comme exemple comme ça? Feux follets, tout le monde en a entendu parler, tout le monde est convaincu du phénomène. Moi, j'en ai jamais vu, j'ai jamais vu un feu follet, j'ai jamais vu un film de feu follet, jamais. Ah ouais, de Et toute de j'en ai toute cherché. façon, quand on regarde un peu dans l'histoire des sciences, il y a un texte, d'un Américain qui date un petit peu, qui s'appelle Reign of Fish, Myth or Fact. Ça date de Ouais. 1946 et le mec Grüger, il a recensé 78 cas, depuis l'Antiquité seulement, au final, quoi, tu vois? Mais ça, c'est en 46, donc peut-être qu'il y en a eu, peut-être que le recensement a augmenté depuis. Mais voilà, ça fait déjà quand même un peu maigre comme source, quoi. Donc oui, des chutes d'animaux du ciel, c'est possible. Ça a été observé, en tout cas rapporté. Les trombes marines sont une explication possible, même s'ils aspirent pas tant d'eau que ça, finalement, les trombes marines. Mais non, on dispose d'aucune démonstration directe, Et ben moi, en tout cas pour chaque cas célèbre. tant que je vo j Heu tant que je verrai pas une vidéo certifiée, conforme et réelle, sur YouTube, j'aurais du mal à le croire. Ouais, ouais, bah, ouais, voilà, c'est ça. Autrement dit, c'est pas On vraiment un s'écarte mythe, mais pas c'est là? pas non plus un phénomène entièrement compris du document. Non, Il oh voulait non, bah, voilà, on absolument il s'écarte voulait complètement. absolument parler de ça, Trox. Ah, mais Heu, c'est un devoir qu'on m'a donné, je l'ai fait, hein. OK. Voilà. Voilà, on a fini. Ah non, merde. Et donc maintenant, nous allons traiter le troisième et dernier film, The Master, également de Paul Thomas Anderson, est sorti en 2012. Freddie Quell, un ancien marin traumatisé par la guerre, perdu dans l'Amérique des années 50, il rencontre Lancaster Dodd, leader charismatique d'un mouvement spirituel appelé La Cause, The Cause en anglais,
Fasciné par ce gourou ambigu, Freddy devient son disciple tandis qu'une relation de dépendance, de manipulation et de quête de sens s'installe entre eux. Un drame psychologique inspiré des mécanismes sectaires et de l'emprise mentale, avec Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams, Laura Dern et Rami Malek. Alors, comment avez-vous trouvé ce film? On va commencer, on va changer un peu. Trouts en premier? Oh! Carrément. Ben, c'est un film intéressant. Je trouve encore une fois les jeux de Joaquin Phoenix et de Seymour Hoffman absolument excellents. Ils peuvent tout faire, ces mecs-là. Ils pouvaient pour Seymour Hoffman, paix à son âme, mais voilà, ils sont formidables dans ce film. Euh, Sinon, ben ouais, c'est une histoire en même temps sur le besoin d'appartenance, la solitude, le besoin d'appartenance, et puis l'émancipation de ce besoin, j'ai l'impression. Encore une fois, pas une fin satisfaisante pour moi, quoi. Ah ouais? Mais peut-être, bah ouais, je trouve qu'il. Enfin, moi, je peux pas m'empêcher Moi, d'imaginer j'aime ce qui bien se la passe fin, après, hein. en fait, Moi, quoi, tu vois. j'aime Oui, mais particulièrement c'est la pas un fin, hein. dénouement. Oui, mais pour moi, j'imagine. Enfin, qu'est-ce qui va se passer après? Bah, C'est en c'est 2000. pas pour moi une fin. Ouais, ouais. Mais bon, voilà. Tu vois, comme je te disais je te disais que c'était peut-être un des seuls pour moi d'Anderson, c'était une bataille après l'autre où il y a un dénouement pour les personnages où vraiment c'est la fin de leur aventure. C'est les gentils, ils ont tué les méchants. Première lecture du film, hein, deuxième lecture du film, on se rend compte qu'en fait, bah, eux, ils vont continuer à vivre leur vie, mais l'État fasciste, il a quand même gagné. Voilà. En tout cas, c'est ma lecture. Mais et ici, je sais pas, je reste sur ma fin encore, quoi, tu vois. Hein. Et Elisabeth, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors moi j'ai eu un peu de mal à entrer dans le film au départ parce que à nouveau très lent, très long, toutes les séquences sur, la vie de Marines, Ouais. du anti-héros là, Freddy. C'est bon, c'est très long, très, très lent. Hem, mais après, une fois qu'on est entré dans finalement dans les séquences, d'emprise mentale, d'assujettissement, j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'il y avait d'abord, des clins d'œil, sur la scientologie, et puis certaines mécaniques d'emprise que j'ai trouvées plutôt bien vues. Hem, Par contre, là où j'ai pas trop adhéré, c'était, bah, par exemple, sur le fait que pourquoi est-ce que ce gourou s'intéresse à ce mec alcoolique qui s'incruste sur son bateau au moment du mariage de sa fille? Pourquoi est-ce qu'il l'accepte? C'est une De vraie même question. que à la fin, on comprend pas, enfin moi j'ai pas compris non plus pourquoi, un mec sous emprise, bah, finalement un jour décide de se barrer comme ça, alors qu'il y a pas d'événement dans le film qui peut être un élément déclencheur. C'est ça qui est extraordinaire dans ce film, moi, c'est ça que je trouve, étrange même, parce qu'on comprend pas bien tellement il a été dans l'emprise. Comment ça se fait que finalement, sans qu'on sache pourquoi, et ça moi, pour moi, c'est plus une faiblesse du film. Sans qu'on sache Mmh. pourquoi, tout à coup, ce mec qui était complètement sous emprise, clairement, Ouais, on se pose la question, il ouais. il s'en va et il revient, mais il repart aussi encore une fois et Ouais. on sait pas Et trop pourquoi. on sait Je pas crois trop. qu'il a jamais vraiment été sous emprise, il a juste besoin d'appartenance, il a C'est ça. juste besoin d'être avec des gens et en fait, il se persuade, allez, il tient bon, mais on le voit bien qu'il a du mal, il va taper contre le mur tellement de fois, on lui fait répéter le truc tellement de fois, il n'y arrive pas en fait à rentrer dans leur délire, mais il a envie d'être avec eux, quoi. Je crois que c'est surtout ça, en fait. Enfin, c'est ce que je pense. Mais il le fait quand même jusqu'à avoir des hallucinations et cetera, donc pour moi, il entre Ouais, dans le mécanisme, dans le processus. est-ce qu'il les a vraiment, ces hallucinations, ou est-ce qu'il le dit pas juste voilà, pour leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre? Je sais pas. Mmh. Je sais pas. J'ai J'ai trouvé qu'il y peut-être avait, une voilà, réponse des à ta question. ouais, Je vas-y. tente, hein, je tente. Moi aussi, ouais. Je pense que c'est parce qu'il lui fait un cocktail. Je sais pas si tu te rappelles? Parce que, Ouais, il fait un Ouais, cocktail un peu un spécial cocktail à d'alcool. l'éthanol, ouais, 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 ouais. ouais, et parce que je me suis posé la même question que toi jusqu'à la fin du film, donc tu vois, je me suis dit Il a tué des peut-être gens avec ce cocktail quand même Oui, avant, oui. Ouais, bah, ouais. peut-être qu'il est venu à croire ça, j'en sais rien. Et Ouais. puis, Freddy Quell, il est clairement, allez, spoil à fond direct d'entrée. On laisse entendre plusieurs fois dans le film qu'il est fou, donc il faut pas attendre de lui d'un raisonnement logique. Il fait ce qu'il a envie. Si à un moment il en a assez de quelque chose, il s'en va.
Effectivement, c'est un peu ce à quoi je suis arrivée à la conclusion à laquelle je suis arrivée à la fin, c'est finalement, bah, c'est quelqu'un de tellement instable que sur un coup de tête, il peut décider que, bah, non, il va aller vivre sa vie ailleurs et basta. Il a en fait, l'impression qu'il donne, c'est qu'il a zéro attache, mais en C'est même ça. temps, il est tellement engagé dans le process, ce qu'ils appellent le process dans le film, c'est-à-dire bah, justement ce processus de retour à son essence personnelle pure, et cetera. Il est tellement engagé que c'est quand même pas c'est pas très cohérent avec le fait que tout à coup, sur un coup de tête, il s'en va, quoi. Mais bon, effectivement, moi, je suis arrivée un peu à j'ai essayé un peu de me dire: «Ah bah, c'est peut-être ça», voilà. Effectivement, c'est quelqu'un de tellement instable que, bah, ça ou autre chose, bah, ça peut être autre chose. Et oui, possible, possible. Et toi, Jérôme, qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense que c'est le film que j'ai préféré des 3. Parce Ah. qu'il est, bah, déjà, je trouve que c'est un film hyper dur, hyper violent, heu, dans ce qu'il montre, ce qu'il démontre. Puis j'aime bien aussi les films qui font une sorte de radiographie, de l'Amérique, je crois c'est d'après-guerre, hein. Et puis aussi, le côté post-traumatique qu'on voit au début du film, quand il passe devant les psychologues, tous ceux qui rentrent de la guerre. Et puis, en fait, j'ai l'impression que Freddy, c'est quelqu'un qui est cassé du départ, parce qu'au fur et à mesure du film, on voit un petit peu, d'où il vient, qui il était, même que je crois qu'il avait une copine à l'époque. Puis en fait, il est parti, il est pas revenu des années après. Et en fait, il est totalement brisé. Et heu et le fait qu'il rencontre, Lancaster Dood, donc le chef charismatique de ce mouvement, sectaire, et ben, en fait, il essaie un peu lui, il essaye de le réparer. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout le long du film, on se rend Réparé? compte de le réparer, en fait, grâce à l'endoctrinement. Et on se rend compte que Freddy, c'est peut-être lui le plus sceptique par rapport à tout ça. Parce que lui, il s'en fout, en fait, de quelque part de ce mouvement. Parce que si on regarde bien dans le film, il s'y intéresse pas vraiment à ce mouvement. Même les scènes, il y a la scène, je sais pas si vous vous rappelez, là, dans le bateau, là, ils font un jeu, je crois, ou je sais pas de quoi il parle, puis il écrit sur le tableau, il y avait des filles autour de lui. Et je crois, ça me fait penser au Caisse des inconnus, avec Tourné Ménage. Et il demande à sa voisine, si elle préférait pas faire autre chose, plutôt que d'écouter tout ce langage, pseudo-scientifique. Oh, d'ailleurs, il fait des blagues de paix pendant les entretiens et tout Exactement, la scène aussi, qu'ils essayent de l'endoctriner là, d'aller de la fenêtre à la porte. Et il tient beaucoup à la personne, enfin, oui, à la personne du gourou. Il va le défendre, oui, il va attaquer des bah, gens la pour preuve, lui, il va tabasser le sceptique qui le critique, pendant la soirée mondaine. Donc ouais, ouais. là où il y a vraiment une discussion, que je trouve très intéressante dans le film entre Dood et le contradicteur. Mais non, non, après je trouve que c'est vraiment c'est une descente totale. Et en fait, on se rend compte que Freddy, on peut pas vraiment, on peut pas vraiment le rendre plus stable ou à peu près normal. Il est totalement, désintégré de la société malgré qu'il soit dans ce mouvement. Et puis, bah, je trouve que le film est très, très bien réalisé. Les acteurs sont très bons, je vais pas répéter. La mise en scène aussi, il y a plein d'idées, mais il y a, je sais pas, ça pose pas mal de questions aussi, est-ce que même, l'environnement, ce que j'ai bien aimé aussi dans le film, c'est qu'on montre un petit peu l'environnement du gourou, parce qu'on se rend compte que c'est sa femme, en fait, qui contrôle un peu tout, qui est beaucoup plus froide et distante, mais qui a vu tout de suite que Freddy était quelqu'un de très, très, négatif pour son mari. Donc C'est un peu le truc, on revient voilà, à ce qu'on disait tout à l'heure, un gourou en cache un autre. C'est-à-dire que exactement. lui, il est un peu tenu par sa femme quand Ouais, même, quoi. exactement. Il y a quand même encore quelqu'un qui le tient au-dessus quand même. Mais il dégage une certaine sympathie quand même, dans le film. Ouais, ouais, ouais. C'est, et c'est peut-être pas aussi Fred, c'est peut-être celui avec qui il se sent peut-être le mieux, en fait. Parce que peut-être il est peut-être trop coincé dans son univers, et c'est peut-être le seul personnage qu'il a rencontré où il est bien, il est heureux, il est lui-même. Peut-être se poser la question. Mmh. Après, ce qu'on voit un peu, au fil du film, c'est que Freddy devient le cobaye du gourou.
Et donc là, oui, à un moment donné, on comprend bien pourquoi le gourou s'intéresse à lui, parce qu'il fait des expérimentations psychiques Oui, sur lui, en bien fait. sûr. Et il essaye de construire, en fait, sa théorie, son idéologie. Donc il se sert de lui, comme il se sert des autres. Mais là, avec Freddy, il peut y aller à fond, puisque Freddy est un mec tellement paumé et tellement alcoolique, etc., que il y a une marge de progression qui est énorme et qui pourrait, quelque part, donner une sorte de preuve du fonctionnement de son idéologie. Mais moi, c'est plus le début où je me dis: «Mais pourquoi il accepte un mec pareil, quoi?» Alors peut-être qu'il se la Ah, joue gourou bienfaiteur et qu'il doit accueillir, toutes les brebis de la terre, c'est c'est possible aussi. possible. Mais ça fait un peu étrange, quoi, le jour Non, non, il voit quelque chose en lui, mais on comprend pas trop quoi. C'est ça. Effectivement, Mmh. Ouais, d'accord. Le Et TDAH. peut-être. Ouais. Ah. Une élimination, cosmique, je sais pas. Et toi, Adeline, qu'est-ce que tu pensé du film? Je l'ai beaucoup aimé, mais en même temps, je l'ai trouvé extrêmement, dérangeant, il met mal à l'aise ce personnage, hem, troublé de Freddy, on sait pas quoi en penser et c'est vraiment, mais en même temps, il est très attirant, il est dans l'émotion, c'est peut-être ça aussi qui a attiré, Lancaster Todd. C'est que, il a un côté, foufou, on a parlé du Joker aussi, c'est vrai qu'il a un peu un côté Joker, ce personnage, Mmh. heu, Carrément. c'est en fait, moi j'aime bien ce film parce que alors il s'est pas facilité la tâche parce qu'effectivement, là Anderson il choisit un personnage, très compliqué, Mmh. pour son scénario. Mais, on voit comment marche l'emprise. Moi, j'ai bien aimé cette tentative de montrer à l'écran comment on peut montrer, comment ça marche, quoi. Les séances, individuelles avec, Freddy, sur les répétitions de mots et tout ça, j'ai trouvé ça, très intéressant et puis, bah, dans ce film, forcément, les longs dialogues, qui se développent, fonctionnent, évidemment extrêmement bien puisque c'est basé sur les conversations entre le gourou et le disciple où on voit, comment il peut adhérer au discours, du gourou et aussi moi j'ai trouvé ça intéressant, je ne sais pas si c'est réaliste pour le coup, mais ces allers et retours que fait Freddy, dans la secte. J'y Mmh. suis, j'y suis pas, j'y suis j'ai trouvé ça assez intéressant, justement que c'est pas, tout d'un coup il y croit à fond et il y reste. Voilà, je trouvais ça intéressant. Mais effectivement, je sais pas si c'est réaliste. Oui, oui, on a un personnage très ambigu, on ne sait pas vraiment s'il est manipulateur ou vraiment s'il croit à ce qu'il Mmh. raconte. Il travaille sur son livre 1 puis son livre 2 Ouais. et on ne sait pas trop où ça va nous mener tout ça. C'est vraiment là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un adepte qui arrive dans un mouvement sectaire, hein, la cause, et on va rester avec lui jusqu'à ce qu'il en sorte. On va le voir partir, revenir, mais il y a comment dire, on voit de bout en bout, et ça, c'est assez intéressant. La prise de contact que, effectivement, comme tout le monde, moi, j'ai pas trop compris. Comment il pouvait y avoir une amitié entre ces deux hommes-là, naissante à ce moment-là. Parce que quand on arrive au mariage de la fille de quelqu'un sur un bateau et qu'on tape un scandale, on a plus de chances de se retrouver, jeté par-dessus bord que de terminer dans un petit lit douillet et qu'on prenne soin de nous et qu'on nous invite au mariage derrière, quoi. Mais ça reste un film tout à fait, étonnant. J'ai l'impression que Paul Thomas Anderson nous fait partager la folie de son acteur, superbement incarné par Joaquin Phoenix. Et moi, j'ai eu l'impression de devenir un peu fou en regardant ce film. Et je pense que c'est ce qu'il voulait atteindre comme objectif, Paul Thomas Anderson. Il voulait vraiment qu'on rentre dans la tête de son personnage, complètement paumé, perdu, instable, ce qui a Oui, été il est dit très précédemment. instable. Parce que quand même, il sort avec une gamine, Mmh. enfin il y a tout qui est problématique dans ce personnage, hein. Oui. Très instable. Oui, et on entre aussi, je trouve, beaucoup dans la tête, en tout cas, on essaye d'entrer dans la tête du gourou, je trouve, avec ce film. Et ça, c'est plutôt intéressant. On essaye de comprendre, en fait, ce qui anime ce mec, qui a tous les atouts, il est assez flamboyant, intellectuel. Au début, il se présente comme scientifique, philosophe, Ouais. etc. Mmh. Et
il a on essaye de comprendre, justement, de discerner à la fois ce qu'il pense et à la fois ses méthodes. Parce qu'il utilise des méthodes qui, alors là, pour le coup, sont très 20e siècle, très première moitié du 20e siècle, avec, l'hypnose, Mmh. avec, des séances de questions interminables, et cetera. Alors des procédés qu'on peut retrouver aujourd'hui, hein, mais, mis en scène, en tout cas dans ce film qui est censé se situer dans 50. les années 50, c'est très réaliste, j'ai trouvé. Heu et finalement, il y a quelque chose de très intéressant aussi du côté du gourou, quoi. Moi, j'ai trouvé, hein. Ah oui, oui, oui. C'est aussi un gourou qui a ses bons et ses mauvais côtés. C'est pas qu'un sombre monstre, qu'un sombre Oui, connard. puis Il est il a de l'humour, de l'autodérision. Ça, c'est Oui. un outil qui est très utilisé chez les gourous à succès Alors parce qu'on se dit: «Bah, s'il a de l'humour sur lui-même, c'est qu'il est pas si, inflexible que ça». Bon, sauf que l'humour, il vient que de lui, hein. Si le questionnement ou l'humour viennent de quelqu'un d'autre, ça passe plus. Ouais. non, c'est clair. Est-ce que quelqu'un a compris cette scène où il se met à chanter et que d'un coup tout le monde est à poil? Oui, pour moi, c'est l'hallucination de Freddy. Ouais. C'est Freddy qui hallucine et qui voit parce qu'il Ah. reste dans son trip, il est Ouais, alcoolisé c'est et comme ça que je l'ai vu aussi, moi. OK, Ouais. d'accord. Tiens, j'ai pas compris ça moi. Je me Non, suis mais dit, il y a une ellipse ou quoi, je sais non. pas, non parce que la chanson elle est continue, Mais non. c'est Il y a tout un truc avec les drogues aussi, qui est intéressante, qui sont un moyen pour le gourou d'arriver à ses fins et de perturber, encore plus l'esprit de Freddy qui est déjà, fortement, perturbé et parce qu'en fait, il est pas que alcoolique, il fait des mélanges avec des produits chimiques très dangereux Oui. et les drogues sont quelque chose qui sont beaucoup utilisées, dans certaines sectes et donc on voit enfin moi, c'est la première fois que je voyais ça au cinéma. Ce côté-là, parce qu'on a dit: «Il s'en sert de cobaye et tout» et c'est vrai qu'on sent que la méthode du gourou, elle est pas, finie, elle est en construction, disons et Complètement. il rate, il s'énerve, et il teste tout le temps, j'ai trouvé ça aussi, intéressant et ça change des gourous qui d'habitude sont absolument sûrs de leur, Mmh. de leurs convictions, de leur méthode au cinéma. Là, on voit, un gourou en progression, en fait. Mmh. Et ce qui correspond à la réalité, parce que bien souvent les gourous justement évoluent dans leur thèse et ça crée des tensions, ça crée quelquefois des scissions avec des sous-groupes des sous-groupes qui se forment et cetera et la séquence apparemment du Freddy qui dit au fils du gourou: «Tu devrais écouter ce que dit ton père» et cetera et le fils est complètement apathique et n'écoute rien. Le fils lui répond: «Mais qu'est-ce que tu crois? Il invente tout au fur et à mesure» et ça apparemment, ça viendrait, ce serait une référence, un petit clin d'œil à Ron Hubbard qui a été critiqué de son vivant par son propre père qui disait: «Il invente tout, c'est n'importe quoi» et cetera et il y a plusieurs saillies comme ça, autour de la scientologie et notamment l'utilisation de termes de vocabulaire comme aberrant ou aberration qui serait une critique du gourou vis-à-vis des personnes qui ne sont pas rationnelles. Donc il dit à Freddy qu'il est aberrant. Ça, c'est un terme, scientologue, qu'on trouve en scientologie et aussi il parle de marin valide. Tu es un marin valide, tu dois être un marin valide. C'est un terme utilisé par Ron Hubbard, parce que Ron Hubbard, il a toute une mythologie autour du bateau, Ouais, OK. Ouais, de c'est l'organisation, qui est née en fait dans les eaux, internationales où parce il y avait qu'il pas le était droit et ça. voilà, exactement. Et il y a toute Ouais, une ouais. hiérarchie au sein de la scientologie qui est une hiérarchie marine. Mmh. Ça, j'apprends quelque Ah ouais, chose. j'allais dire Ah, j'ai je savais oublié. pas. Merci. Ah ouais, j'en Et savais un petit aussi peu sur la scientologie, mais ça, je savais pas que tu sorti du bateau. aussi, il se contredit beaucoup ce gourou. Quand dans ses tests, il en vient à dire l'inverse de ce qu'il disait au départ et ça, j'ai vu que, Mmh. dans la tragédie de Johnston avec Jones, il arrêtait pas de dire à ses disciples, le suicide, en gros, c'est mal et à la fin, qu'est-ce qu'il leur demande? De se suicider. Enfin, du Mmh coup, mh. c'est très Bah, contradictoire. Et là, le Don, on voit souvent qu'il rabaisse les gens au stade d'animal hein, et que pour lui, bah voilà, il faudrait être supérieur à l'animal, etc. Est-ce que c'est pas aussi un côté scientologue un petit peu Je sais pas. ça, je dirais pas. Moi, ce que j'ai plus remarqué, c'est qu'il y avait
l'espoir de revenir à la condition pure de son humanité, comme une sorte de retour à une divinité, en fait, initiale, qui est très en lien avec, d'ailleurs un mouvement de la moitié du 19e siècle aux États-Unis qui était porté par des intellectuels et je trouve que ça colle très bien avec ce gourou qui est très intellectuel, en fait et ce mouvement s'appelait le transcendantalisme, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, et qui suppose que l'humain est fondamentalement bon et pur, et donc en fait, vraiment un mouvement porté par des intellectuels comme, OK. les philosophes et poètes, Henri Thoreau et Ralph, Ouais, tu ouais. Emerson. Donc je OK. trouve que ça peut être vraiment, vu comme une sorte d'émanation de cette secte dans le film peut être vue comme une sorte d'émanation de ces mouvements, spiritualo-intellectuels. Avec un OK, mec qui OK. va faire sa sauce, Ouais, intéressant. Mmh. mais j'ai pas vu le côté animal moi, hein. Au contraire, j'ai vu, il faut sortir en fait de son masque, il faut enlever le masque pour retrouver la pureté originelle, en fait. Non, mais plusieurs fois le Don, en parlant au personnage de Charlie, c'est ça je crois, enfin, l'adepte quoi, d'ailleurs quand l'adepte fait sa blague de paix par exemple, il lui dit: «Ah c'est tellement animal, voilà, là c'est l'animal en toi qui ressort, il faut dépasser cet animal», Oui, il faut être tu vois? rationnel, ouais. Mmh. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il met en valeur le rationalisme, quelque part, Mmh. Ouais, ouais, pour servir une cause, totalement spiritualiste. tout à fait. C'est vrai. Oui, moi je voulais dire, parce que là, vu que c'est une secte qui est basée sur la scientologie, et un truc hyper important à la fin du film, c'est qu'ils créent des écoles. C'est qu'on voit vraiment la secte se fonder. Au début, ils sont pas beaucoup, ils sont sur un bateau, etc. Et après, ils changent de ville et ils se retrouvent avec des écoles, donc, et un moyen En facile Angleterre, je crois. ouais, je sais Ouais. plus, ou en Allemagne, Si, si. Non, c'est mais en Angleterre, je d'embrigader les enfants, quoi. C'est-à-dire que là, Mmh mh. ça prend une autre dimension c'est plutôt réaliste, hein, sur la Ouais, ouais. scientologie, les écoles, et cetera. Clairement, Non, clairement, c'est clair. clairement. Non, non, mais franchement, c'est pas l'histoire de Rodebarbe, mais ça ressemble à ça. Si après, l'école, c'est vraiment le symbole effectivement de la religion qui est en train de naître et oui, oui et puis c'est fait de manière assez rationnelle au final. Quand Ronneberg apprend que les religions, ne sont pas imposées, par l'État, son mouvement devient religieux. Avant, il ne l'était pas. Il y a plein de choses comme ça qui Ah qui sont oui. faites, qui sont assez rationnelles et qui s'expliquent parfaitement et qui s'inscrivent dans une vraie logique et c'est pour ça qu'il change son fusil d'épaule dans le livre 2 et qui dit à Laura Dern dans le film, «Maintenant c'est ça que doit être l'enseignement». Donc elle est perdue parce qu'elle s'était bien habituée au concept du livre 1. Qu'on lui demande de renoncer à certains Oui. concepts pour passer, elle le supporte pas et ça énerve le maître qui est vraiment, Philip Seymour Hoffman qui est vraiment le sachant dans l'histoire qui ne supporte pas Oui. qu'on puisse, le Contredire. critiquer ou lui demander des explications sur pourquoi il a changé Ouais. d'avis. C'est lui qui a la sagesse, on lui demande pas ça Ils doivent et respecter des éléments de langage, imposés, qui évoluent, mais ils doivent les respecter. mmh. Mmh. Après, ce qui était intéressant aussi, donc ça se passe dans les années 50, visiblement aux États-Unis, on pouvait déjà tomber pour, exercice illégal de la médecine, puisque lui, il annonçait guérir les gens, certaines formes de leucémie notamment C'est vrai. Oui. et là, il se Et fait c'est pour ça qu'il revient dessus dans son deuxième tome d'ailleurs, ouais, et dans son deuxième tome, il a corrigé, il y a quelqu'un qui vient lui faire remarquer: «Mais pourquoi vous avez changé, ouais, Laura cette Dern, ouais. notion-là?» Mmh, et il la remballe quoi. ouais, C'est ça. ouais, ouais. Donc, oui, oui, il Habile. corrige, là où ça pêche et où il risque d'avoir des soucis avec la justice encore. Mais, les gourous, moi, j'ai l'impression qu'ils ont toujours une longueur d'avance sur la justice parce qu'il faut qu'on fasse constater un phénomène pour pouvoir légiférer contre et pour pouvoir, l'interdire après. Donc, ils font la course en tête, les Sauf dans Gourou avec Pierre Ninet, du coup, quoi. heu Où là, c'est la justice qui prend un peu le pas, en France en tout cas. Alors, Mmh. je suis pas d'accord, la justice intervient parce que justement, il y a le phénomène, Matt Vasseur, justement et ça commence à faire des émules et ça se multiplie et qu'on peut pas laisser ça sans réglementation et lui, il a un coup d'avance et il est déjà riche, il a déjà une entreprise qui prospère, Matt Vasseur, au moment où la Oui. législation sort.
Donc, Ouais, et il arrive à s'en sortir en se barrant aux États-Unis de toute voilà. façon, donc Voilà. voilà. Mais au moins en France, Et le encore, hein, taf il a été arrive à fait, s'en quoi. sortir, il a tellement fait de la merde que tout ça le rattrape et en fait, à part la toute dernière image, du film, on pouvait se dire que c'était fini pour lui, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors, quels sont les avis et les points communs et les différences qu'on peut le relever dans ces 3 films? Une dernière chose à rajouter, un point qu'on n'aurait pas abordé? Alors je vais laisser le mot de la fin à Élisabeth pour avoir, son avis sur l'émission. Alors, quel point commun entre les 3 films? Bah, il y a effectivement la figure du gourou, hein, qu'on retrouve dans les 3 films, mais de manière un peu plus anecdotique dans Magnolia. Avec, l'idée de l'emprise, clairement l'emprise mentale, avec des victimes. On voit, dans le film Gourou, il y a une personne, qui se suicide, qui est un ancien qui est un adepte délaissé par le gourou qui se suicide. Dans Magnolia, bah, on voit bien qu'il y a un gros problème dans l'endoctrinement des hommes à être violents avec les femmes et on imagine qu'il y a beaucoup de victimes derrière. Et dans The Master et bien, on voit aussi un maître à penser, qui considère qu'il a la vérité et qui va complètement assujettir son entourage, sa famille en premier et puis ensuite un maximum de personnes puisqu'on voit à la fin du film qu'il a quand même beaucoup de succès et qui s'est élargi, notamment en émigrant en Angleterre. Donc ça, c'est pour moi, c'est le fil directeur, des 3 films. Adeline? Oui, bah, moi, si je devais retenir qu'un film, au final, ce serait The Master parce que, on a les retombées, en fait, du gourou, qui est un film qui veut vraiment dénoncer, l'emprise, bah, faut montrer l'emprise sur l'individu et The Master pour moi, bah, c'est un master sur ce côté-là et donc je retiendrai que ce film-là, en fait. Voilà. Merci. Jérôme? Moi, le point commun entre les 3, Elisabeth a dit quand même beaucoup de choses, même Adeline. C'est vrai que The Master, moi, je pense aussi que c'est, celui qui va peut-être plus au fond des choses par rapport au rôle du gourou, même jusqu'à la fin du film. Et si on peut regarder bien, même, comment il s'appelle? C'est Fred, je crois, Joaquin Phoenix et Ouais. il a même pas réussi à le matrixer, quoi. Et du coup, Trouts, toi, ton mot de la fin? Le point commun entre les 3 films, c'est qu'il y en a pas, en fait. Voilà, c'est 3 films c'est 3 films complètement différents, juste, à un moment, on parle du gourou, heu, et c'est le sujet, de 2 des films, mais sinon, c'est 3 films extrêmement différents. Même si, les 2 d'Anderson, on pourrait leur trouver des similitudes au niveau du cinéma et cetera. Voilà, mais sinon, le point commun dans l'histoire, c'est qu'il y a des gourous, quoi. Voilà. Et oui. Bah, écoutez, moi, je pense qu'on a fait pas mal le tour là, ça fait, 3 heures, bientôt 3h10 qu'on a lancé l'enregistrement, je pense. Donc, on va pouvoir, Très bien. on va pouvoir C'est terminer, bien, à c'est moins bien. que vous ayez encore un sujet dont vous voulez parler? L'appli de grenouille, non, c'est bon. Quelle connerie. Ouais, ouais. Bah, pour ma part, moi, j'attends le prochain film sur le sujet. Ça devrait être Karma de Guillaume Canet avec Marion Cotillard. On verra ce que ça vaut et on verra si on en parle dans Cinétique. Sinon, ces Mmh. 3 films nous rappellent peut-être une chose essentielle, les gourous n'apparaissent pas ex nihilo, ils prospèrent là où il y a de la souffrance, du doute et un besoin immense de réponses simples à des vies compliquées. Dans le fond, ces films parlent moins de gourous que de nous-mêmes, notre besoin d'être assurés, compris, guidés et parfois sauvés. Et l'esprit critique ne consiste pas seulement à repérer les manipulateurs, il consiste aussi à comprendre pourquoi certaines promesses deviennent si séduisantes lorsque nos repères vacillent. Voilà, et ben, remerciements à tous les auditeurs, remerciements à Elisabeth Feiti et à tous les chroniqueurs.
à tous ceux qui nous ont soutenus de près ou de loin durant toute cette saison. Ainsi s'achève la saison 5 de Cinétique, qui, on l'espère, vous aura plu. L'équipe va désormais prendre des vacances bien méritées. On vous donne rendez-vous en septembre pour le début de la saison 6, avec encore de nombreux films dans notre sacoche pour nous interroger, en discuter, les décortiquer et les critiquer. On espère que vous serez toujours là. En attendant, n'oubliez pas d'aller au cinéma tout en restant sceptique. Restons ciné-sceptiques. Ciao, ciao. Salut. Salut. Fabriqué en laboratoire aux États-Unis. Il m'intéresse qu'on fait. Des accusations extraordinaires exigent des preuves. Faire attention aux chiffres. Les faits, C'est c'est comme notre la plus formule grande du arme Coca-Cola contre la classique. superstition, Et on contre rajoutait des choses l'ignorance dedans. et la tyrannie. Comme scientifique. Les astronautes le savent que la Lune est creuse. Ils ne peuvent pas parler. C'est évident. Cinétique, le podcast cinéma, scepticisme et esprit critique.